Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pendant cette fin d'année scolaire, on va dire. J'espère que l'année pour vous s'est bien passée. Et en tout cas, sur Nuria, c'est pas terminé parce que vous avez eu droit à la première séance en compagnie de Romain Priou pour les civilisations anciennes et peuples des étoiles. Je vais prendre le premier commentaire que vous avez déposé sous la vidéo, qui est celui de Véronique Rouvarel, qui a été énormément liké et qui nous dit « C'est déjà fini, j'aurais pu écouter Romain bien plus longtemps, ça fait tellement du bien d'avoir la tête dans les étoiles. Merci et vivement la suite. » Et bien justement, la suite, c'est tout de suite sur Nuria TV en compagnie de Romain Priou. Merci Nora, bonsoir à tous. Encore un grand plaisir de venir partager tout un tas de choses avec vous. J'ai aussi lu quelques commentaires sous la première, là, c'était super sympa. Donc là, comme l'a dit Nora, on est dans la continuité directe de la partie 1 qui a été diffusée le 29 mars dernier. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas grave, mais il y a des chances qu'il vous manque quand même certaines références. Et puis, comme j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je vous annonce déjà qu'il y aura une troisième partie. Et alors, je profite de ce petit moment d'intro pour saluer chaleureusement mes ex-collègues de l'ADU à Montbéliard, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, si je reprends mon histoire d'ours blanc, couplée à celle des chroniques du Guercou d'Anton Parks, il nous raconte qu'il y a très 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 longtemps, ces lointains ancêtres furent ramenés des Pléiades à bord de vaisseaux spatiaux tels que le magnifique oiseau bleu d'Enki Osiris, des vaisseaux qui traversèrent des trous de verre et des portes des étoiles pour arriver sur Terre, et plus particulièrement sur Mu, au milieu de l'océan Pacifique. Alors Ours Blanc nous raconte que ses ancêtres étaient accompagnés par ce qu'il appelle des Kashyyynas, des aliens qui les aidèrent dans leur développement sur Mu. Mais c'était sans compter avec la rivalité entretenue avec le royaume d'Atlantis, dirigé par une reine plutôt féroce et belliqueuse dans l'océan Atlantique. Cette rivalité finit inévitablement par une guerre, il y a environ 80 000 ans. Et Ours Blanc nous explique que les Kashyyynas aidèrent ses ancêtres pour atteindre l'Amérique du Sud de deux façons différentes. Alors soit avec des astronefs, là, ceux dessinés par Franz Lavigne, pour que les premiers arrivés puissent fonder la nouvelle colonie, et avec des bateaux, avec notamment un gros contingent qui débarqua dans ce secteur. Attention au zoom. Voilà, donc suite au sauvetage des rescapés de Mu, Ours Blanc nous raconte que les premiers convois seraient arrivés à Tiwanaku, en Bolivie, aujourd'hui à 18 km des rives du lac Titicaca. Et qu'une fois arrivés, ils y auraient construit une ville gigantesque, plus grande encore que la Los Angeles d'aujourd'hui. Mais l'humain restant fidèle à lui-même, des rivalités de clans auraient éclaté, et la cité aurait été détruite, reconstruite, détruite et reconstruite, et ainsi de suite pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, jusqu'aux ruines que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, à partir de Tiwanaku, ses ancêtres auraient voulu parcourir tout le continent américain, et bien qu'il ne précise pas dans son récit, je me prends à imaginer qu'il soit passé par la région de Cusco, au niveau de l'Ovale Jaune, pour édifier toutes ces cités avec ces murs aux pierres si superbement agencés, et toujours debout grâce à leurs propriétés antisismiques, c'est toujours bon de le rappeler. Et il y en a quand même un certain nombre au Pérou de ces murs antisismiques, avec notamment les emblématiques sites de Sacsayhuaman, près de Cusco, ou du Machu Picchu. Et je me dis qu'il y a des chances que ces murailles soient encore là dans quelques milliers d'années. Alors de là à dire qu'elles seraient également là depuis des milliers d'années, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement et avec panache. Hop, ça c'est fait. Mais je me prends aussi à imaginer que les ancêtres d'ours blancs, ainsi que les Kashyyynas qui les accompagnaient, soient passés par la région entourée en jaune, au sud-ouest du Pérou. On verra mieux avec un petit zoom. Vous savez, ce secteur désertique du Pérou que je vous montrais la dernière fois, où l'on trouve
les pierres d'Ica, les crânes allongés de Paracas, qu'il nous reste à voir, et les lignes et momies de Nazca, qui avaient conclu l'émission du 29 mars. Donc comme je vous le rappelais, Ours Blanc n'évoquant aucun de ces lieux dans son récit, je ne peux donc être que dans la conjecture et les hypothèses les concernant. Donc reprenons là où on en était resté la dernière fois, à savoir au niveau de la région située entre Palpa et Nazca, sur ce gigantesque plateau désertique et aride, là où on peut voir des milliers de lignes tracées au sol, ici représentées en bleu sur cette carte. Des lignes qui pourraient faire penser à des repères permettant par exemple à des astronefs de savoir où se diriger pour traverser une porte des étoiles parce qu'elle serait trop petite pour les voir à l'œil nu. Et pour être certain que chaque escadron emprunte la bonne porte, certaines lignes seraient accompagnées de figures géométriques géantes, appelées géoglyphes, que les pilotes des appareils en question pourraient arborer sur leur combinaison. Parce qu'au-delà des lignes droites, à quoi peuvent donc bien servir toutes ces figures, animaux, spirales et autres astronautes, parfois longs d'une centaine de mètres et visibles entièrement, uniquement du ciel? Est-ce que les géoglyphes avaient à la fois une dimension cérémoniale et un lien avec l'eau, comme le suggèrent les archéologues, ou est-ce qu'ils avaient une autre fonction, comme celle que vous voyez sur cette diapo? Et il se trouve que, en plus de ces figures aujourd'hui très connues, il est possible d'en trouver d'autres, notamment lorsqu'on a l'œil d'un Manu Alterac que je ne présente plus. Mais cette fois, on aurait plutôt l'impression de voir un de ces fameux aliens petits gris qui a été pris en photo par drone quelque part dans les environs du plateau, un secteur où on peut imaginer qu'il y en a encore plein d'autres à identifier. Et c'est sans doute également dans ce même secteur qu'une bande de pilleurs de tombes a mis la main sur d'étranges momies en 2016. Alors, qu'est-ce que ces pilleurs de tombes ont apporté à Thierry Jamin qui a révélé toute cette affaire? On a d'abord celles qui sont appelées reptiles humanoïdes, telles que Josefina, Alberto, Victoria, ou encore 3 spécimens qui forment une entité dénommée la famille. Donc ces momies forment une espèce qui a été qualifiée de reptile humanoïde en raison de son apparence avec certains reptiles terrestres. Tiens donc, encore un lien avec les reptiles. Regardons quelles sont leurs caractéristiques anatomiques. Ils mesurent 60 cm grand maximum, il n'y a pas de nez, pas d'oreille, pas de dentition, pas de nombril, pas de poils et pas de cheveux. Ça me rappelle Nabila. Non mais allô quoi, t'es un reptile humanoïde et t'as pas de cheveux? Pour poursuivre, comme vous pouvez le voir sur ces photos ou illustrations de Manu, les mains et les pieds ont 3 doigts. Mais la découverte la plus inattendue est sans doute leur peau, qui ne correspond à aucune des caractéristiques de la peau humaine. En effet, il s'agirait d'une peau écailleuse qui ressemble beaucoup à celle des serpents ou des poissons. L'ensemble de ces caractéristiques impliquerait que cette espèce ne partage pas d'ancêtres communs connus sur Terre. Et ouais. Si on poursuit spécifiquement sur Josefina, on peut s'apercevoir que cette momie a un implant pectoral métallique, puisqu'il est composé à 85% de cuivre. Alors à quoi pouvait servir cet implant? Une des hypothèses émises est qu'il s'agirait d'une sorte d'attelle posée après un accident. Cet implant aurait donc une fonction médicale. Tout aussi mystérieux sont les 3 œufs qui ont été révélés sur les radios de la momie. Alors là, on est vraiment certain qu'on est davantage proche du reptile que du mammifère. La radio d'un des 3 œufs montrerait d'ailleurs qu'il contiendrait toujours un embryon. D'ailleurs, au passage, les analyses ADN confirmeraient que cette espèce n'a aucun lien direct avec quelque espèce animale que ce soit vivante sur notre planète, et que l'ADN de ces reptiles humanoïdes serait différent de 70% de celui de l'espèce humaine. Alors bien évidemment, pour aller dans le sens de l'hypothèse de l'équipe de Thierry Jamin, je ne peux que vous remontrer ce que je vous avais montré le 29 mars dernier, à savoir les Miminous, nom donné par Anton Parks aux petits gris, et dont il dit qu'ils ont été créés par une race reptilienne qui serait venue sur Terre il y a 300 000 ans et qui aurait participé à la création génétique de l'espèce humaine. Drôle de coïncidence qu'une partie des momies apportées à Thierry Jamin ait été dénommée reptiles humanoïdes, ne trouvez-vous pas? Et que dire de cette coïncidence que ces momies aient été trouvées justement à proximité de ce type de géoglyphe à droite sur le plateau de Nazca, où on retrouve à nouveau, grâce au talent de Manu, le même type de petit gris.
Alors maintenant, je vais me permettre de faire une légère digression en reprenant la carte d'ensemble de cette partie de l'Amérique du Sud. Vous voyez l'ovale jaune avec Paracas, Ica et Nazca. Et je vais vous emmener plus au sud, au Chili, dans le désert d'Atacama, un désert tout aussi aride que celui du plateau de Nazca. Et on s'y rend pour observer un gigantesque géoglyphe sur la petite excroissance rocheuse en forme d'arc de cercle, ici, en se rapprochant encore avec cette photo prise par satellite, on commence à voir une forme qui se découpe sur le sable. Alors, appelé le géant d'Atacama, ce géoglyphe mesure 85 mètres de long et contrairement au géoglyphe de Nazca, il est visible depuis le sol. Personne ne sait qui a tracé cette figure ni pourquoi. Les hypothèses en vigueur évoquent soit un chaman, soit une divinité andine qui aurait fait un voyage à pied du lac Titicaca à l'océan Pacifique du genre Viracocha. J'avoue ne pas trop avoir d'idées sur la question, sauf que les 12 excroissances qu'il a autour de la tête ont très certainement un sens symbolique. Tout comme ce qui lui sort de chaque côté des genoux, ou encore l'animal aux pattes écartées qui se trouve sous son bras gauche, qu'est-ce que c'est? Toujours est-il qu'à environ 50 km de là, plus au sud, toujours dans ce désert d'Atacama, ce petit corps momifié a été découvert en 2003. Surnommé Ata, qui est le diminutif d'Atacama, il ne mesure que 13 cm de haut et présente une tête conique et des os exceptionnellement durs pour sa taille. De plus, contrairement à l'anatomie habituelle des humains, il a 10 paires de côtes au lieu de 12. La mort remonterait au début du XXe siècle et il n'y a absolument aucun doute que le spécimen soit un organisme réel, il ne s'agit donc pas d'un canular. Alors qu'est-ce que c'est que cette drôle de créature ? Des analyses génétiques ont établi qu'il s'agit incontestablement d'un humain, et oui, et non d'un alien, et qu'il s'agirait plus précisément d'un fœtus ou d'un bébé mort-né de sexe féminin souffrant de malformations et d'une ossification prématurée. 64 mutations inhabituelles ont été identifiées dans 7 gènes liés au système squelettique, ce qui n'avait jamais été observé auparavant, à ce point, chez un être humain sur Terre. Cette combinaison de mutations expliquerait donc cette croissance osseuse inhabituellement précoce. On dirait presque une expérience génétique qui a mal tourné, je ne sais pas pour vous. Et le plus étonnant, c'est qu'un autre petit squelette, surnommé Attaboy, a également été découvert par le millionnaire globetrotter Robert Ripley, toujours dans le désert d'Atacama, mais cette fois dans les années 1930. Aussi petit qu'Atta, Attaboy ne mesure que 15 cm, mais il a malheureusement disparu aujourd'hui, on ne sait donc pas à quelle époque il a vécu. Seules des photos comme celle que vous voyez là peuvent nous prouver qu'il a réellement existé. Est-ce qu'Attaboy était également un bébé mort-né avec des dizaines de mutations génétiques inexpliquées et non répertoriées à l'instar d'Atta? Ou est-ce que, là encore, l'hypothèse de l'expérience génétique qui a raté ne pourrait pas expliquer de telles malformations? D'autant plus que ces deux étranges spécimens me rappellent le croquis d'un non moins étrange squelette que je vous avais montré lors d'une émission en 2019, la première d'ailleurs je crois, et qui provenait d'une source de Véronique Cardrenvat, que je salue au passage, à savoir un ouvrage historique sur la Bretagne en 1966, car le squelette ayant été retrouvé sur l'île d'Ouedic. Véronique m'avait confirmé à l'époque qu'il ne s'agissait pas du tout d'un fake, mais apparemment d'un vrai hybride reptilien, d'après un radiologue à qui elle avait montré cette image. Alors je trouvais que cette image de petit squelette allait bien avec les deux autres, et comme il pourrait s'agir d'un hybride reptilien, ou d'un reptile humanoïde, la transition est toute trouvée pour revenir aux momies de Nazca, et à ce que les pilleurs de tombes ont rapporté en 2016 et 2017 à Thierry Jamin. Car ils lui ont apporté des momies de petits gris, certes, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des têtes momifiées de petits gris, mais sans le reste du corps, avec les mêmes caractéristiques que les momies qu'on a vues tout à l'heure, des mains tridactyles qui seraient de type humanoïde, mais dont l'espèce reste là encore indéterminée. Ces mains mesurent environ 40 cm, il reste de la peau et des tendons, et sur certaines, des implants métalliques ont été trouvés comme des bagues qui en serreraient des os et des tendons, mais encore une fois, sans savoir à quoi ces implants peuvent réellement servir. On a aussi la momie de Wavita, qui est d'une espèce tout aussi inconnue que celle des petits gris, et dont le corps est sans doute décédé très jeune, entre 6 et 8 mois. Observez la taille du crâne, dont le volume est supérieur de 20% à celui d'un humain de même âge et de même taille, tout comme pour la momie appelée Maria, qui est sans doute la momie la mieux conservée de toutes,
puisque la peau est toujours apparente. Bien qu'elle mesure 1,68 m, il ne s'agit pas d'une humaine, mais plus vraisemblablement d'une hybridation entre un humain et autre chose. Et comme pour les petits gris, elle a des mains et des pieds à 3 doigts, pas de poils, pas d'oreilles, pas de cheveux. Concernant toutes ces momies ou morceaux de momies, je vous recommande chaudement d'aller sur le site internet Alien Project, ainsi que de vous procurer le livre de Thierry Jamin, Les momies non humaines de Nazca, dans lesquels vous pourrez trouver tous les détails de cette affaire, ainsi que de nombreuses photos, mais aussi l'indication que les médecins et autres spécialistes ayant procédé aux examens cliniques constatent, dans des comptes rendus médicaux, que les corps sont exempts de cicatrices, d'incisions ou de toute autre trace de manipulation pouvant indiquer une fraude moderne. Par exemple, si on revient au cas de Maria, la datation en carbone 14 nous donne un âge d'environ 1700 ans pour cette momie. Alors, en imaginant que certaines parties de cette momie pourraient être des fakes, avec des mutilations ou des ajouts par exemple, ce qui, je rappelle, n'a pas été démontré par les analyses, comment des pilleurs de tombes auraient pu réussir à tromper des analyses au carbone 14? Il aurait fallu qu'ils ajoutent des morceaux de peau momifiée venant par exemple d'une autre momie dont ils seraient certains que cette autre momie date également de 1700 ans. La fraude globale paraît donc peu probable. Et si ces momies ont effectivement 1700 ans, quel peuple dans ce secteur géographique du Pérou aurait pu momifier Maria et les petits êtres tridactyles? Eh bien, il pourrait s'agir du peuple de Paracas, qui a vécu dans la zone orangée sur la carte, justement à une période estimée entre moins 800 avant Jésus-Christ et plus 300 après Jésus-Christ, ce qui pourrait donc coller avec la datation de Maria. Et quelle autre particularité pourrait avoir ce peuple avec Maria? Eh bien, il semble qu'ils avaient le même type de crâne allongé. Alors pourquoi ne pas imaginer que Maria ait pu faire partie de ce peuple très peu connu, qui a vécu plusieurs siècles avant de disparaître pratiquement du jour au lendemain, dans des circonstances assez inexpliquées? Étonnamment, concernant les crânes allongés de Paracas, que l'on peut voir dans des musées à Ica, Paracas et Lima, il n'existe aucune momie complète de ces individus qui soit montrée au public. On ne vous présente que les crânes, quand bien même on sait que leur découvreur, Julio Tello, l'archéologue péruvien célèbre, il avait découvert au moins 300 momies, donc avec très certainement des squelettes entiers, comme on nous le montre systématiquement dans les musées avec l'image sur la droite. Est-ce que ces momies étaient également tridactyles, comme Maria, et du coup on préfère les cacher au grand public? Encore une fois, mystère. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on voit ces fameux crânes allongés dans les musées, on se demande bien à quoi pouvaient bien ressembler ces êtres de leur vivant. Grâce à la magie du dessin ou de leur reconstitution en 3D, c'est possible. C'est quand même moins lugubre d'avoir affaire à des visages plutôt qu'à des crânes, je trouve. En tout cas, ces crânes sont la preuve que ces êtres ont existé un jour sur Terre. S'agirait-il des lointains descendants des rescapés de Mu, qui auraient vécu sur cette côte pacifique depuis la destruction du continent il y a 80 000 ans? Sont-ils le résultat d'hybridation entre les Kachina d'ours blancs et des humains, ou le résultat d'expériences scientifiques? Parce que je dois avouer que j'ai quand même du mal à avaler l'hypothèse de la déformation crânienne volontaire pour obtenir ce type de crâne allongé. Il s'agit néanmoins de l'hypothèse des experts scientifiques, à savoir que ces crânes auraient été délibérément déformés en appliquant une force contraignante sur une longue période de temps, soit à l'aide de planchettes et de cordelettes, soit à l'aide de bandelettes, comme l'ethnie des Mangbetu a continué à le faire jusqu'à la moitié du XXe siècle au Congo. Sur la photo de droite, on dirait que le bébé aperçoit un petit gris et n'en croit pas ses yeux. Donc les mamans entouraient le crâne encore malléable de leur jeune enfant avec des bandelettes, une contrainte que les enfants conservaient pendant 1 à 2 années, afin d'obtenir un crâne allongé. Pour info, des crânes artificiellement ont été retrouvés un peu partout sur Terre, en Amérique du Sud et en Afrique donc, mais aussi en Asie et même en Europe, et ouais, on en a même trouvé vers Toulouse et en Alsace. Alors les raisons de cette pratique restent encore floues, les spécialistes évoquant tour à tour des raisons esthétiques, sociales ou religieuses, voire pour symboliser l'intelligence afin de ressembler à des dieux. Tiens donc, à des dieux. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que cette déformation volontaire ne fait pas augmenter le volume du crâne d'environ 20 à 25%. Alors je pense que ça saute aux yeux de tout le monde, néanmoins pour l'expérience, j'ai superposé les deux mêmes crânes humains à la même échelle, en transparence, sur les deux images, pour que vous vous en rendiez compte par vous-même. À droite, le crâne de la femme Mangbetu est globalement du même volume qu'un crâne humain.
Par contre, à gauche, sur le crâne de Paracas, c'est pas du tout le cas, hein. Autre étrangeté, des cheveux roux ont été retrouvés en même temps que les crânes dans la nécropole mise à jour par Julio Tello. Et oui, ils n'étaient pas chauves, ou en tout cas pas tous. Alors, c'est d'autant plus étonnant lorsqu'on sait que la couleur rousse ne vient pas d'Amérique du Sud, hein, mais plutôt d'Europe et du Moyen-Orient. Trouver des cheveux roux au Pérou, qui plus est avec des crânes qui ont 3000 ans, c'est comme trouver de la cocaïne dans la momie de Ramsès II. Ça contredit l'histoire qui nous est enseignée. Encore plus surprenant sont les résultats d'analyses ADN qui ont été réalisés en 2016 par 3 laboratoires distincts sur des échantillons de ces cheveux roux sur des dents et des os en poudre. Pour ceux qui seraient intéressés, hein, les rapports complets des tests ADN des laboratoires sont disponibles dans le livre de Lynn Marzulli, Nephilim hybride. L'analyse des échantillons de cheveux aurait notamment révélé une appartenance génétique forte de ce peuple à l'Europe de l'Est et à un degré moindre à l'Europe de l'Ouest. La poudre d'eau du crâne le plus allongé révélerait quant à lui une appartenance génétique à la Mésopotamie, à ce qui est maintenant la Syrie. La Mésopotamie, comment serait-il arrivé sur les côtes péruviennes dans ce cas? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle étrangement cette histoire d'Anton Pars que je vous racontais la dernière fois concernant les Chouaches sur Terre, et plus particulièrement en Mésopotamie, de reptiliens au crâne allongé et de leurs serviteurs, les petits gris, il y a de ça environ 300 000 ans. Des reptiliens au crâne allongé qui se seraient installés à la frontière actuelle entre la Turquie et la Syrie, qui auraient créé génétiquement Homo sapiens en mélangeant des gènes de Néandertal, des gènes de singes ainsi que leurs propres gènes, pour se créer une belle armée d'esclaves à même de cultiver la terre à leur place, notamment dans toute cette partie du monde. Et comme nous le rappelle la Bible, les fils de Dieu, à savoir très certainement les Anunnaki et ou les Nungal, virent que les filles des hommes étaient belles et blablabla, je ne vous fais pas un dessin, mais des reptiliens au crâne allongé qui s'accouplent avec des humaines, ça peut éventuellement donner naissance à des êtres au patrimoine génétique hybridé avec des crânes allongés. Qui sait? Et si on prend un peu de recul avec cette carte d'ensemble, hein, sur laquelle on retrouve le Karchag tout à gauche et le continent Mu au milieu du Pacifique, et qu'on reprend l'histoire d'Anton Parks et d'Ours Blanc qui nous raconte que les ancêtres des Amérindiens appelés Sinumune furent apportés depuis les Pléiades jusqu'à Mu par Enki Osiris à bord de son fantastique vaisseau spatial appelé Oiseau Bleu, et que ces Sinumunes étaient accompagnés par les Nungal, les mêmes qui vivaient déjà depuis quelques milliers d'années en Mésopotamie, eh bien là, on aurait peut-être une explication pour comprendre l'origine mésopotamienne des gènes des crânes allongés de Paracas, non? Dans cette hypothèse, pourquoi ne pas imaginer des échanges entre Mu et la Mésopotamie, puisqu'à l'époque, ils auraient eu des astronefs pour le faire, des échanges qui auraient conduit des hybrides sur Mu, que tout ce petit monde, bam, se serait ensuite pris les armes des Atlantes en pleine poire, il y a environ 80 000 ans, nous dit Ours Blanc, et qu'une bonne partie des survivants auraient été emmenés en astronef et par bateau en Amérique du Sud, et qu'à ce moment-là, peut-être, des rescapés au crâne allongé se seraient installés dans la région de Paracas pour refonder une civilisation sur des dizaines de milliers d'années avec son lot de nouvelles guerres et de catastrophes, et que les 300 squelettes retrouvés par l'archéologue Julio Tello, datés de 3000 ans, hein, seraient dans ce cas les ultimes descendants de ces hybrides venant de Mu et de Mésopotamie à l'origine. Alors, je focalise sur cette partie de l'Amérique du Sud, hein, car c'est ce que raconte Ours Blanc, mais il faut également imaginer que d'autres bateaux ou vaisseaux ont très bien pu amener des rescapés sur d'autres parties des territoires qui bordaient le Pacifique à cette époque. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on va retrouver des crânes allongés, mais cette fois sous forme de statuettes, par exemple au Mexique, que ce soit chez les Olmecs ou les Mayas, mais aussi au Japon, sous la forme de Ruroren, divinité de la longévité et de la prospérité, ou encore en Chine, via Chongqing, qui ressemble beaucoup à son homologue japonais puisqu'il est également la divinité de la longévité. Et la tradition chinoise nous dit aussi qu'avant d'être représenté sous forme humaine, il était une divinité venue des étoiles. Tiens donc, un dieu au crâne allongé venant des étoiles? Est-ce que ces divinités pourraient avoir un lien avec les hybrides dont je parlais tout à l'heure, voire avec les Nungal d'Anton Parks, puisque Chongqing serait une divinité venue des étoiles? Qu'en pense le plus célèbre des archéologues d'Hollywood? Eh oui, mon Indiana, eh oui. Moi non plus, je voulais pas y croire au début. Et puis il y a eu notamment ce crâne et cette reconstitution en 3D,
en 3D qui m'ont posé question. Mais comme dirait l'autre, je t'expliquerai. Bref, et quitte à être dans le lien entre les crânes allongés et des êtres de l'espace, je ne peux pas m'empêcher de vous remontrer ce que j'avais déjà montré dans une ou deux autres émissions, je sais plus, concernant le pharaon Amenhotep IV, alias Akhenaton, qui a particulièrement marqué son époque il y a 3500 ans. Alors pourquoi je vais parler d'Akhenaton? Parce que Drunvalo Melchizedek, dans son livre L'Ancien secret de la fleur de vie, écrit que la naissance d'Akhenaton aurait été négociée entre son arrière-grand-père et Thoth, le dieu du savoir et de la sagesse, représenté par une tête d'ibis en Égypte antique. Sauf que pour notre démonstration, on va plutôt utiliser le Thoth version Hampton Parks, à savoir un reptilien nungal. Donc si on revient à notre histoire, quel aurait été l'objet de la proposition ou de la négociation de Thoth auprès de l'arrière-grand-père d'Akhenaton? Eh bien que cet arrière-grand-père adopte un fils qui aurait été préalablement modifié génétiquement par Thoth, un fils qui deviendra le grand-père d'Akhenaton, qui lui-même engendrera le père d'Akhenaton. Et tout ça pour apparemment, sous Akhenaton, provoquer un changement politique, militaire et religieux si radical en Égypte qu'il ne pouvait être mené que par un pharaon aux capacités psychiques, physiques et spirituelles surhumaines au sens littéral. Akhenaton aurait donc hérité d'un patrimoine génétique très particulier, ce qui se voit sur différentes statues où il est représenté, avec ce corps super androgyne rappelant presque un corps féminin, et bien évidemment ce crâne allongé qu'on peut éventuellement comparer à celui de Nungal Thoth, si tant est que cette histoire de manipulation génétique soit vraie. Et si on reste dans le domaine de la génétique et de l'hérédité, au-delà des bouleversements religieux et géopolitiques qu'Akhenaton a réellement provoqués, marquant de son empreinte l'histoire de l'Égypte, il est également connu pour avoir donné naissance avec sa femme Néfertiti, elle qui aurait été également dotée d'un sacré crâne, donné naissance à 6 filles, dont vous pouvez voir les bustes à droite pour 2 d'entre elles, exposés au musée du Caire. Des bustes qui montrent clairement une boîte crânienne légèrement plus volumineuse que la normale, on pourrait même dire plus volumineuse d'environ 20 à 25%, mais je m'avance peut-être, c'est peut-être les artistes de l'époque qui ont sciemment exagéré. Mais si c'est vraiment un alien qui a modifié génétiquement le grand-père d'Akhenaton, pourquoi ne pas imaginer qu'il en fut de même pour les êtres de Paracas? Est-ce que ce serait si abracadabrantesque d'envisager la possibilité que l'on ait affaire à des hybridations qui ont perduré dans le temps, ou qui auraient été provoquées par les dieux pour influencer le cours de l'histoire, comme par exemple avec Akhenaton et sa famille il y a 3500 ans en Égypte? Car si tel était le cas pour le peuple de Paracas au Pérou, quel aurait pu être leur rôle dans ce cas? Est-ce qu'ils auraient pu être les gardiens d'un savoir ancestral, par exemple d'un savoir qu'ils auraient pu graver sur des pierres comme à Ica, ou sur des pierres ou artefacts qu'on n'aurait pas encore retrouvés, mais dont certaines photos nous laissent à penser que des grottes regorgeant d'informations existeraient encore bel et bien sur le plateau de Nazca, voire le long de la côte pacifique? Par exemple, la grotte où auraient été retrouvés Maria et les petits êtres tridactyles. Alors même s'il est vrai que le crâne de Maria apparaît comme moins allongé que les autres, néanmoins la physionomie globale de cette magnifique reconstitution de Manu nous rapproche davantage d'une forme d'hybridation. Et puis il faut bien expliquer aussi ces 3 doigts. Quelle est l'origine biologique de ces mains tridactyles? Alors au passage, je fais une petite aparté, car j'ai réussi à caser sur une même diapo un dessin de Mokhta, un de Manu et un de Franz. Merci encore pour votre super boulot, les gars, je ne cesserai de le dire. Et je repense à cette chouette émission faite en compagnie de Mokhta et de Guillaume il y a quelques semaines. Alors continuons avec nos questions, enfin avec les miennes, pour le coup, puisque c'est moi qui parle. Est-ce que le corps des crânes de Paracas avait également 3 doigts? Car, je le rappelle, dans les différents musées où l'on peut voir ces crânes allongés au Pérou, le reste du squelette n'est pas exposé alors que des squelettes entiers ont très certainement été découverts. Existerait-il un lien global entre ces momies de Nazca, avec les lignes et géoglyphes du même nom, avec les pierres gravées retrouvées dans les environs d'Ica, et, du coup, avec les crânes allongés de Paracas? Ces artefacts présents dans cette toute petite partie du sud-ouest du Pérou seraient-ils tous liés? Peut-être pourrions-nous en apprendre davantage si on retrouvait le lieu où les pilleurs de tombes ont trouvé les momies de Nazca.
Alors il se trouve qu'à défaut d'avoir indiqué ce lieu, les pilleurs en question en auraient pris des photos. Je dis bien aurait, hein, parce que personne ne peut dire aujourd'hui si ces photos sont celles de la grotte en question ou pas. Et je remercie Ludovic Bonin, rédacteur en chef du magazine Icaris, de me permettre de vous montrer ces photos ce soir, car vous allez voir que par rapport à ce que je vous raconte dans cette émission, il y a des éléments qui pourraient se recouper. Alors je préviens d'avance hein, que les photos sont de très mauvaise qualité. Donc voilà ce qui serait l'entrée de la grotte en question. Là, on voit un des pilleurs de tombes qui est entré et qui se cache le visage. Et là, le premier artefact. Donc quelque chose qui ressemble à un sarcophage, pour lequel on ne peut estimer la taille car on n'a pas d'échelle de comparaison. On peut néanmoins voir trois traits, un V inversé, puis encore trois traits qui sont gravés dans la roche. Et sur la photo suivante, qui montre une plaque métallique, on voit à nouveau, en haut, gravé dans le métal, trois traits, un V inversé, puis encore trois traits. Alors si on s'arrête quelques instants sur cette forme d'écriture cunéiforme, on peut se laisser aller à voir comme une vague ressemblance avec l'écriture phénicienne, hein, dont l'alphabet a donné naissance au nôtre et qui date d'il y a environ 3000 ans. En bas à gauche, vous trouverez les 22 lettres ou graphèmes, alors apparemment c'est comme ça qu'on dit, un graphème, qui constitue l'alphabet phénicien. Et donc, si on se laisse aller au jeu des ressemblances, hein, on peut peut-être voir là, par exemple, le graphème de la lettre H sur la plaque de métal, hein, qui deviendra le E dans l'alphabet grec. Mais c'est vraiment le seul hein, qui m'est sauté aux yeux d'entrée de jeu. Alors à noter qu'en grec également, hein, le V inversé hein, est la lettre majuscule de lambda, soit la lettre L pour nous. Alors bon, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, mais car ça n'a sans doute rien à voir, hein, mais je vous le mets à titre indicatif hein, pour les férus de linguistique et de cryptographie. Le fait est qu'en plus, cette plaque de métal et ces symboles gravés le sont sur une mini pyramide. Alors comme je vous le disais, hein, la photo est de très mauvaise qualité, mais on voit bien la pyramide à gauche, hein, avec ses bords lisses et son sommet pointu. Une forme de pyramide qui n'existe qu'en Égypte, en fait. Hein. Et oui, on a bien des pyramides sur le continent américain, mais elles sont à degrés et tout le temps tronquées au sommet. Elles ne finissent jamais en pointe comme ça. Qu'est-ce que ce genre de pyramide fait donc là? Eh ben mystère. Et bien évidemment, en tout bon fan que je suis, lorsque je vois ce symbole du V retourné associé à une pyramide, je pense immédiatement à Stargate SG1 bien sûr, et le fameux symbole du V inversé avec le petit cercle au-dessus qui permet d'identifier la planète Terre sur la porte des étoiles. Et pour les aficionados comme moi, hein, vous vous souvenez certainement dans cette série des Asgard, ces petits aliens à la peau grise qui se baladent toujours cul nu et qui sont une des 4 races de la galaxie qui possèdent un développement technologique et spirituel très en avance sur les autres espèces comme la nôtre. Je les montre car ils me rappellent, hein, bien évidemment, étrangement, les momies des hybrides reptiliens, hein, telles que celle de Joséphina, mais également le géoglyphe de petit gris trouvé par Manu sur le plateau de Nazca. Alors ici, si Joséphina provient effectivement de cette grotte qu'on visite depuis tout à l'heure, on devrait retrouver un de ces corps momifiés de petit gris, non? Eh bien, il se trouve que c'est le cas, hein, avec cet être à la peau bleutée, dont on ne sait pas à première vue s'il s'agit d'une statue ou d'une momie. Il y a quand même un sacré air de ressemblance avec la momie de Joséphina, ne trouvez-vous pas? Alors on trouve quoi d'autre dans cette grotte? On trouve ça, une œuvre particulièrement originale quand on se situe dans le contexte de l'Amérique du Sud, hein. Je dis ça parce que ça fait pas très art précolombien en fait. Ça rappellerait même plutôt un art de l'époque romaine, genre comme avec cet exemple de plaque de bronze, de la déesse romaine, Vesta. Alors, encore une fois, hein, je ne suis que dans des conjectures, hein, mais s'il s'agit d'une fraude, franchement, bravo les pilleurs hein, pour avoir passé autant de temps à graver ce visage pour juste prendre une photo floue pour faire croire que c'est vrai. Hein. Alors là, chapeau. Allez, je vous présente un dernier artefact, ce totem qui semble être en or, logé dans son petit sarcophage. Les symboles gravés que l'on peut voir pourraient faire penser à de l'art pré-inca, hein, avec les spirales qui se finissent par des croissants de lune, et un visage barbu stylisé qui surmonte le tout. Donc pour résumer sur ce qu'on vient de voir, hein, là on pense avoir affaire à de l'art local pré-inca, là peut-être de l'art romain ou méditerranéen
En tout cas, pas très local. Et là, bah, j'en sais rien, méditerranéen, phénicien ou complètement autre chose. Quoi qu'il en soit, pour en savoir davantage sur cette histoire, ainsi que sur d'autres photos que je ne vous ai pas montrées, elles ont été diffusées dans le magazine Icaris numéro 11, ainsi que dans l'intervention de Ludovic sur Nuria TV lors de l'émission intitulée Énigmes et artefacts impossibles de l'Amérique du Sud, fin 2019. Poursuivons notre périple vers le nord du Pérou pour nous rendre à Chiclayo, donc toujours au Pérou, pour jeter un œil à la statue de Morop. Sacrée bête, non? Qu'est-ce qui a pu donner envie à des humains de créer une telle statue? Est-ce que les habitants ont lu les ouvrages d'Anton Parks et de David Icke sur les reptiliens et s'en seraient ensuite inspirés? Bah en fait non, hein. Cette statue représente Morop, l'effrayant dieu reptilien des Mochicas, une civilisation précolombienne qui s'est développée dans ce secteur du Pérou. Et pour les Mochicas, Morop serait un médiateur entre le monde des vivants et le monde des morts. Cette statue est donc une statue moderne, hein, mais je vais m'en servir pour parler d'un film dans lequel on a quelques ressemblances avec l'œuvre d'Anton Parks, à savoir Jupiter, le destin de l'univers, sorti en 2015 et réalisé par les frères ou sœurs Wachowski, qui ont également réalisé Matrix. Et quelque chose me dit que ces désormais deux sœurs sont connectées quand on voit la tronche des gigantesques soldats reptiliens du film, qui ressemblent pas mal à Morop, mais qui ressemblerait aussi beaucoup au dragon Mouchgir de l'univers des chroniques du Girku d'Anton Parks, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, avec ses ailes gigantesques et cette armure, ainsi que ses pieds reptiliens qui pourraient rappeler les énormes griffes du site de Sigiriya au Sri Lanka. Quoi? Les griffes en granit de Sigiriya ne seraient pas celles d'un lion, mais d'un dragon? On y reviendra. Et pour compléter ce magnifique tableau des monstres du film Jupiter, il me reste à vous montrer les Keepers, qui font le sale boulot et qui sont aussi bien affreux dans leur genre, hein, et qu'on pourrait rapprocher de nos petits gris miminous. Et pour couronner le tout, il y a aussi des hybrides, eh oui, dont un qui est un hybride entre un humain et un chien. Donc attendez voir, on a des énormes dragons ailés de soldats, des êtres chauves ressemblant aux petits gris car ils accomplissent les basses besognes, et des hybrides. Le tout dans une histoire, et je vous la fais courte, où l'humanité est une sorte de bétail, servant uniquement de cellule de régénération à trois frères et sœurs qui se partagent la galaxie. Plein d'éléments qui se rapprochent de l'histoire des chroniques du Girku d'Anton Parks, donc. Et en plus, c'est un film des Wachowski. Bref, je digresse, et je reviens à ma carte d'ensemble, oui, où nous en étions à la statue de Morop, le dieu reptilien. On poursuit vers le nord, en Équateur, on va se rendre à Lamana, où, en 1984, un groupe de chercheurs d'or affirme être tombé sur plus de 300 artefacts dans une grotte dont la localisation est tenue secrète. Le village de Lamana se trouve en bas à gauche, hein, et on imagine que les chercheurs d'or ont trouvé cette fameuse grotte dans les montagnes à proximité, mais en fait on n'en sait rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces chercheurs d'or, emmenés par un ingénieur du nom de Elias Sotomayor? Ils ont trouvé ce genre de pierres gravées et incrustées de matière blanche qui forment certains différents symboles qui, lorsqu'on les éclaire avec une lumière ultraviolette, deviennent phosphorescents. Comment est née l'idée d'éclairer ces objets avec de l'ultraviolet? Mystère. Mais pour arriver à ce résultat, il se trouve que les roches dures ont été incrustées avec du mortier de calcite mixé à différents minéraux comme le manganèse pour trouver aussi bien la bonne couleur que la spécificité du spectre de lumière émis. Franchement plutôt balèze quand même. Une autre étrange découverte est celle de cet ensemble de 13 gobelets en jade avec un grand et 12 plus petits. Alors d'emblée, de nombreuses personnes pourraient se demander si le grand gobelet ne pourrait pas être le Graal, à savoir la coupe du Christ, et les 12 autres les gobelets des apôtres pour le dernier repas. Intéressante hypothèse. Autre particularité, la contenance des 12 petits gobelets serait très exactement égale à la contenance du plus grand. Je poursuis sur les étrangetés. Vous pouvez voir sur chacun des petits gobelets qu'ils sont incrustés de points ou de traits blancs. Il s'agirait de quartz qui aurait été incrusté dans le jade. Et si vous comptez le nombre de points, on a l'impression qu'on a affaire à un système de comptage, non? Alors je m'explique. Si on ne prend que les lignes et les points des 12 petits gobelets, comme ça, et qu'on met un 1 quand il y a un point, un 2 quand il y a 2 points,
et ainsi de suite jusqu'au 12, avec une barre horizontale pour le 5 et une barre verticale pour le 10. Et si on repositionne le tout de manière plus fluide et alignée, comme ça, eh ben, on a un beau système de comptage. Mais où ils vont en venir avec ces barres et ces points? Eh ben là où je veux en venir, c'est qu'à quelques différences près, ce système de comptage a une étrange ressemblance avec le système de comptage des Mayas. Et ouais, alors sauf pour le 10 où il y a 2 traits chez les Mayas, hein, pour tout le reste, c'est le même nombre de points et de barres pour chaque chiffre. Quelle troublante coïncidence! Et ce qui est encore plus troublant, c'est lorsqu'on sait qu'il n'existe aucun système de comptage de ce genre dans toute l'histoire de l'Amérique du Sud, et que la civilisation maya se trouve à plus de 3000 bornes plus au nord en suivant la côte pacifique. Ces gobelets, ainsi que tous les autres objets qui ont été trouvés dans cette grotte de la Mana, ne pouvant être datés, on ne peut donc pas savoir si la date de leur conception correspond à la période de développement de la civilisation maya. Dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer que des rescapés de Mu, je reste fixé sur cette histoire, mais évidemment, c'est un peu l'idée, pourquoi ne pas imaginer que des rescapés de Mu soient passés par là avant d'aller vers l'Amérique centrale, ou alors, que des Mayas soient venus en Équateur? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, cette coïncidence entre systèmes de comptage pratiquement identiques reste véritablement surprenante. Pour ce qui est du Grand Gobelet, on peut voir que certains de ces points blancs forment une constellation bien connue, la constellation d'Orion, qui apparaît ici en jaune. Plutôt pas mal à représenter sur le gobelet, vous avouerez, avec en plus Bételgeuse, qui est positionnée comme la plus grosse étoile de la constellation sur le gobelet, avec le plus gros point. Ce qui est factuellement vrai, Bételgeuse est bien la plus grande étoile en termes de taille de la constellation d'Orion. Et elle est ce qu'on appelle une géante rouge. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on soumet le gobelet à la lumière ultraviolette, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que le gros point censé représenter Bételgeuse est légèrement rosé. Ceux qui ont créé ce gobelet auraient donc symboliquement matérialisé une géante rouge pour l'étoile Bételgeuse. Encore une fois, véritablement impressionnant. À moins que tout ça ne soit que du pur hasard, voire un très ingénieux canular. On ne sait pas en fait. Alors du coup, si je poursuis sur ma lancée, on imagine que les deux autres groupes d'étoiles pourraient aussi être des constellations, ou en tout cas des systèmes de planètes que les créateurs du gobelet souhaitaient mettre en avant. On peut observer qu'à chacune de ces trois constellations, il y a une plus grosse étoile, formant à L3 un triangle, et même un triangle pratiquement équilatéral. Et il se trouve que ce triangle existe vraiment dans notre ciel. Un triangle formé de Bételgeuse donc, mais également de Procyon, de la constellation du Petit Chien, et de Sirius, de la constellation du Grand Chien. Et vous remarquerez que les étoiles formant chacune des constellations se retrouvent incrustées sur le gobelet. Les trois principales étoiles formant donc ce qui est appelé le triangle d'hiver, ainsi nommé car il est formé avec trois des étoiles les plus brillantes visibles dans l'hémisphère nord, surtout pendant l'hiver, Bételgeuse, Procyon et Sirius. N'est-il pas étonnant de trouver des informations astronomiques aussi précises sur un gobelet en jade, incrusté de quartz, retrouvé dans une grotte au fin fond de l'équateur? Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien non plus, comme dit l'expression. Mais les créateurs de ces objets avaient l'air de tenir à ces constellations et à ce triangle d'hiver, car on le retrouve sur un autre objet, cette fois une plaque carrée avec les angles arrondis, toujours en jade, et deux personnages avec de larges têtes rectangulaires qui regardent vers le ciel comme s'ils attendaient quelque chose ou comme s'ils observaient quelque chose. Des personnages qui ont un peu un look de robot, vite fait. Évidemment, tous ces objets luisent sous l'ultraviolet. Alors là, les photos sont pas forcément très nettes, donc on va utiliser uniquement la plaque et cette photo pour vérifier si, une fois encore, cette carte du ciel semble aussi cohérente que sur le grand gobelet. Si on cherche nos trois constellations de tout à l'heure, on trouve bien Orion, les constellations du Grand Chien et du Petit Chien, et les trois étoiles les plus brillantes de chacune de ces constellations, Bételgeuse, Procyon et Sirius, qui forment le triangle d'hiver. Mais il reste une étoile à se balader, ainsi qu'un petit groupe de 7 étoiles en haut à droite de la plaque. Et si vous avez vu l'émission du 29 mars dernier, il ne vous aura pas échappé que ce groupe de 7 étoiles fait référence aux Pléiades, et l'étoile qui se situe entre les Pléiades et Bételgeuse n'est autre qu'Aldébaran, l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Et tout ça colle parfaitement avec une carte de notre ciel actuel. Pourquoi avoir représenté ces étoiles en particulier sur cette plaque de jade? Parce qu'elles sont parmi les plus brillantes du ciel?
Ou serait-ce une sorte de message à destination de générations futures, une sorte de carte de visite à montrer à un alien qui viendrait de l'une ou l'autre de ces constellations? Ou juste parce que c'est un chouette dessous de verre pour poser sa pinte après une bonne journée à taffer dans la mine? Qui sait? Passons à l'artefact suivant, qui n'est pas piqué des hannetons lui non plus, car il s'agit d'une pyramide. Et pas n'importe quelle pyramide, comme vous pouvez le voir. Alors, la photo en haut à droite permet de mieux se rendre compte des dimensions de l'artefact, et donc il n'y a qu'une seule face qui est gravée. Euh, non, il y en a une en dessous, on verra après. Donc pas n'importe quelle pyramide, vous disais-je. Parce que oui, comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà du fait qu'il n'existe aucune pyramide du même genre sur tout le continent américain, à savoir avec les côtés lisses et qui se terminent avec un angle pointu, vous aurez certainement reconnu la même pyramide que sur le billet de 1 $ des États-Unis. Vous savez, là, à gauche du billet, avec cette pyramide à degrés et l'œil en haut, enfin cette pyramide avec des rangées de briques plutôt, et l'œil en haut. On verra mieux en zoomant comme ça, pour voir que la pyramide de la grotte de la Mana et celle du billet de 1 $ comportent donc toutes les deux 13 rangées de briques, sur lesquelles culmine un grand œil. Alors, assimilé à l'œil des Illuminati pour les uns, ou l'œil de Sauron pour d'autres, ou pourquoi pas du troisième œil. Admettez quand même qu'encore une fois, la coïncidence est super troublante. Comptez par vous-même, et vous verrez bien qu'il y a 13 lignes de briques sur chacune des 12 pyramides. Et si on superpose le triangle avec l'œil du billet de 1 $ sur la pyramide de la Mana, on se rend compte que les proportions sont presque respectées. Et puis je sais pas pour vous, et j'avoue que je n'y avais jamais prêté attention, mais ça ressemblerait pas à des écailles autour de l'œil du billet de 1 $? Ne rentrons pas dans le jeu des reptiliens Illuminati, voulez-vous, et demandons-nous plutôt pourquoi cette pyramide est présente en Équateur, et pourquoi, dans le noir, la pyramide réagit sous ultraviolet, avec l'œil qui prend une teinte vert-jaune, et on peut voir avec une photo de cet œil qui est beaucoup plus nette, qu'il est constitué de pierres de couleurs spécifiques qui vont lui donner ces teintes sous ultraviolet. Toujours plus étonnant, si on retourne la pyramide pour voir en dessous, on voit des cercles en incrustation de quartz, ou peut-être que c'est de l'or pour certains, où certains voient à nouveau la constellation d'Orion et surtout son baudrier. Bon, là je suis moins convaincu que tout à l'heure, car il manque 2 points pour former toute la constellation de base. Peut-être que c'est une autre constellation, ou peut-être qu'il s'agit aussi de nos systèmes solaires, avec le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et le Soleil et la Terre en jaune pour bien les mettre en avant. Est-ce qu'un Uréen aurait une idée? Et à côté de ces points, vous pouvez voir 4 symboles qui, d'après certains chercheurs, pourraient s'apparenter à des glyphes évoquant du sanskrit archaïque, soit une langue du sous-continent indien des milliers de kilomètres de là. Une autre pierre gravée a également été trouvée dans la grotte et certains symboles pourraient à nouveau rappeler ceux de l'alphabet phénicien, comme le A, le S, le T ou le P. Alors j'ai mis une couleur propre à chaque lettre pour que vous puissiez vous repérer. Et si on ajoute à ça ce qu'on a vu tout à l'heure sur la plaque en métal de Nazca, là, à savoir le V inversé rouge, qui correspond à la lettre L dans l'alphabet grec, on pourrait presque lire. Bon, les toilettes, c'est au fond à gauche. Non, non, je déconne, en fait, j'en sais rien du tout. Mais ce jeu des ressemblances m'aura néanmoins beaucoup amusé. Autre artefact super intrigant, puisque ça nous renvoie à nouveau au sous-continent indien, un magnifique cobra taillé et poli avec 2 incrustations rouges pour matérialiser ses yeux. Et pourquoi on sait que c'est un cobra? Parce qu'il a ces espèces de lunettes blanches sur son dos, et que cette forme blanche est une caractéristique très spécifique du cobra indien, qu'on ne retrouve d'ailleurs que dans cette espèce de cobra, qui vit quasi exclusivement dans le sous-continent indien. Tiens donc, encore cette région du monde qui se situe à des milliers de kilomètres de l'équateur. Pour info également, le cobra n'existe pas du tout nulle part en Amérique du Sud, ni même du tout dans tout le continent américain. Alors là, on le retourne pour ne voir que sa petite tête affreuse. On aurait presque envie de lui gratter le menton en lui demandant si je veux un sucre. Tu veux un sucre? Et sur le ventre du cobra, on peut observer sur chaque côté, alors sous ultraviolet, 2 sortes de peignes bleus, dont les pointes se terminent par 2 fois 7 points verts. Et au milieu, vous avez 33 rayures horizontales roses, dont chaque extrémité se termine par 2 petits points bleus.
Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Demanderait ma grand-mère. Eh bien, chère mamie, il se pourrait bien que l'on ait affaire à une symbolique de l'énergie Kundalini et au système des 7 chakras situés le long des 33 vertèbres de la colonne vertébrale de l'être humain. Alors, je vais rapidement revenir sur ces notions de Kundalini et de chakra, ou tout au moins pour les 7 principaux. Le terme chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Il désigne 7 centres énergétiques principaux, depuis le sacrum jusqu'à la fontanelle, les 7 taches de couleur que vous voyez à gauche. Il ressemblerait à des tourbillons ou vortex d'énergie pour ceux qui arrivent à bien les voir ou les sentir, car ils sont invisibles à l'œil nu. Tout ça c'est bien joli, me dirait ma grand-mère, mais c'est quoi le lien avec le cobra? Eh bien, il semblerait qu'en plus de posséder ces 7 chakras, tous les êtres humains disposeraient également d'une puissante énergie spirituelle, levée à la base de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Cette énergie est appelée Kundalini, et chez la grande majorité d'entre nous, elle est endormie. Mais quand elle est éveillée, soit par un processus initiatique complexe, soit par inadvertance, eh ben, la Kundalini monterait le long de la colonne vertébrale en traversant et en faisant fortement pulser chacun de 7 chakras. Et en arrivant au septième, au sommet de la tête, cette colossale énergie provoquerait une sorte de très puissant éveil spirituel, donnant accès à une autre réalité et à tout un tas d'autres choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'une statuette retrouvée dans la grotte représente un personnage tenant un bâton avec un serpent qui s'enroule autour. Est-ce que ce serait-il pas la Kundalini? Dans de nombreuses traditions du monde, et en particulier en Inde, la Kundalini est représentée symboliquement par un ou deux serpents, d'où le fait qu'on ait affaire à un cobra indien pour montrer les 7 chakras. Le choix du cobra est donc tout sauf du hasard. Et quitte à rester dans la symbolique, il se trouve que la double hélice qui tourne autour d'un axe est également un important symbole franc-maçon. Alors c'est également un symbole médical, hein, chez les médecins, chez les pharmaciens, on le retrouve, mais là on va s'intéresser aux francs-maçons. Et que chez certaines obédiences maçonniques, le chiffre 33 correspond au plus haut degré d'initiation. Quelle coïncidence avec les 33 vertèbres! Mais ces coïncidences ne serviraient pas à grand chose s'il n'y avait en plus cette pyramide à 13 degrés avec cet œil au sommet euh, euh, qui rappelle étrangement la pyramide du billet de 1 dollar américain. Donc on a un serpent avec 7 chakras et 33 vertèbres, une pyramide avec 13 degrés surmontée d'un œil brillant, et 13 gobelets qui forment pratiquement le même système de comptage que celui des Mayas, sans compter toutes ces références à des constellations connues du ciel comme Orion. Est-ce que tous ces objets ont un lien avec les autres? Pourquoi ont-ils été réunis tous ensemble dans cette grotte mystérieuse en Équateur? Qui les a fabriqués? Alors sur le qui les a fabriqués, je tenterai une explication une fois que je vous aurai présenté le dernier artefact de ma liste concernant cette grotte, à savoir le plus grand objet trouvé, qui est une pierre de granit parcourue de lignes gravées et incrustée d'une sorte, là encore, de mortier blanc. Cette pierre est appelée la pierre de la carte du monde, car on y distingue plutôt nettement le contour d'une bonne partie des continents de notre planète sur ses deux faces. Mais pas forcément les continents d'aujourd'hui, vous allez voir. Alors tout d'abord une présentation de trois faces gravées de la pierre. Il y a malheureusement un des côtés que je n'ai pas pu récupérer en photo, hein, mais je suis preneur si quelqu'un l'a sous le coude. Bon alors là comme ça au premier coup d'œil, hein, c'est pas si évident d'y voir quelque chose, même si sur la face la plus à droite, on peut commencer à distinguer le continent américain là avec les contours jaunes. Alors bien évidemment, hein, je me suis amusé à reprendre strictement les contours de la pierre pour les superposer sur le globe terrestre, par exemple en prenant comme référence l'Amérique du Sud. Donc là, on voit bien que le système de géoréférencement ne fonctionne pas, sauf pour quelques contours de l'Amérique du Sud, hein, que j'ai mis en trait jaune plus foncé sur la terre à gauche. J'ai tenté une autre superposition en prenant comme référence l'Amérique centrale, et là encore, on voit que ça ne fonctionne pas en termes de précision, sauf pour les côtes de l'Amérique centrale et du sud-est des États-Unis. J'ai donc repris les contours de la pierre de la Mana, en coupant parfois les segments, en changeant aussi d'échelle, enfin en bidouillant quoi, et on arrive à ce résultat. Alors il me reste à vérifier les îles gravées au sommet de la pierre, hein, qui là encore ne collent pas à la réalité, hein, strictement, mais avec quelques ajustements, j'arrive à ce résultat. Donc on se dit que la tentative était peut-être de montrer l'île de Baffin au nord du Canada, ainsi que le Groenland, et peut-être aussi l'Islande.
Ou alors, il pourrait s'agir de la Grande-Bretagne, parce que là, vu la taille du contour, hein, l'Islande devait être beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Donc on est très loin d'une précision, hein, absolue, mais le résultat est loin d'être aléatoire quand même, je trouve, hein, pour une carte du monde gravée sur une roche dure qui n'est pas une sphère. Je pense donc que l'objectif de ceux qui ont gravé cette pierre n'était pas d'être parfaitement précis, mais plutôt de donner le plus justement possible une représentation de la planète à leur époque. Et je dis bien à leur époque, hein, car il y a deux, trois détails troublants, comme par exemple le fait qu'on ne voit pas la Floride, ni le Yucatan au Mexique, ni aucune des îles Caraïbes. Comme si elles avaient été englouties à l'époque de ceux qui ont gravé cette pyramide. Et à contrario, qu'est-ce qu'on voit dans ce qui seraient les océans Atlantique et Pacifique? Ben ouais, je vous le donne dans le mille, ça m'a tout l'air d'être l'Atlantide d'un côté et Mu de l'autre. C'est-il pas incroyable? Donc ça voudrait dire que la pierre de la Mana représenterait les contours des continents d'il y a plusieurs, voire dizaines de milliers d'années. Ça me rappelle cette pierre d'Ica au Pérou, que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Vous savez, cette carte gravée sur de l'andésite, hein, une roche qui est aussi dure que le granit, avec cette belle patine, hein, qui montre très certainement qu'on n'a pas affaire à une fraude. Une carte qui présente des similitudes avec celle de la Mana, puisqu'on y voit également les contours de ce qui a tout l'air d'être le continent américain, mais dans un autre style, plus feuille de chêne. Et si donc il s'agit du continent américain, qu'est-ce que c'est-il que ces drôles d'îles gigantesques à droite et à gauche, hein? Ce serait-il pas Mu et l'Atlantide, exactement comme pour la pierre de la Mana? C'est quand même rigolo cette manie qu'ont les fraudeurs de graver pendant des heures des îles-continents qui n'ont censé jamais exister. Tout ça pour... Ben, c'est bien la question en fait, hein. Déjà, il faut qu'ils soient au courant de ces deux légendes de l'Atlantide et de Mu, hein. Par exemple, pour ma part, avant que je fasse ces émissions sur Nurea TV, il y avait pas mal de monde dans mon entourage, professionnel notamment, qui n'avait jamais entendu parler de Mu. L'Atlantide, oui, et un peu vaguement, mais alors Mu, jamais. Alors oui, un paysan péruvien dans la campagne d'Ica au Pérou, ou des équatoriens de la Mana ont très bien pu avoir accès aux livres de Churchward, Blavatsky ou Eric van Deniken traduits en espagnol, et donc lire ces histoires sur des continents qui auraient peut-être existé dans un lointain passé dans l'Atlantique et le Pacifique, quand bien même aucune preuve n'existe pour le confirmer. Oui, c'est possible qu'ils aient pu dire ce genre de choses et qu'ensuite ils se soient dit tiens, si j'allais me casser le cul pendant des jours à graver des continents inconnus, en étant quand même fidèle à une certaine réalité géographique pour les autres continents, et surtout en sachant qu'aucun musée ni officiel ne voudra me les acheter parce que ces continents n'ont jamais existé pour les historiens. Et puis si c'est pour les vendre 3 francs 6 sous à des collectionneurs privés, comme ça a été le cas pour les pierres d'Ica, je vois pas vraiment l'intérêt d'y passer des jours pour aussi peu d'argent en retour. Bref, vous aurez compris que je ne crois pas, mais alors pas une seule seconde, au fait que ces deux pierres soient des fraudes, mais ça reste mon point de vue, on est bien d'accord. Ouais, c'est du bien. Revenons à notre pierre de la mana, et concernant notamment Mu, vous pouvez voir au niveau de la flèche jaune qu'il y a comme une autre île qui semble apparaître, mais qu'on ne pourra voir que si on tourne la pierre pour observer les gravures sur sa tranche. Et effectivement, on a bien alors l'île qui semble être Mu, hein, qui apparaît sur la tranche, mais il y a également une autre île qui apparaît et qui est très certainement l'Australie. Ou alors peut-être que ça pourrait être la Lémur. Non, 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 c'est obligatoirement l'Australie, hein. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir sur cette face? Parce qu'il y a l'autre face après, hein. Et après, il y a tous les artefacts d'une autre grotte. Donc, sur cette face, il nous reste à voir... Ah oui, cette espèce de grand V là qui vient zébrer la pierre, que je vous ai mis en bleu pour que vous le voyez mieux. Alors, c'est pas l'équateur, hein, c'est peut-être une autre forme d'équateur. Et puis, il y a ce point noir entouré de blanc, pile dans le décroché du V. Ici, sur la flèche jaune, et que j'ai zoomé à côté. Donc partant du principe qu'il pourrait s'agir de la mana au regard de sa localisation, je vous l'ai mis aussi à gauche, hein, sur la Terre, mais forcément approximativement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un point qui localise la grotte de la mana, ou est-ce que c'est la localisation d'un autre lieu? En tout cas, si c'est matérialisé sur cette pierre, c'est qu'il doit s'agir d'un lieu important. Et enfin, dernière ligne à observer sur cette face, les lignes bleues pointées par les flèches, là, avec celle du haut qui semble bien parallèle au gros V central. Comme pour le grand V bleu, hein, j'ai pas tenté de les transposer sur Terre, hein, car trop de problèmes d'échelle, et des lignes bleues qui font donc le tour de la pierre, hein. On va également les retrouver sur l'autre face. Quelle est la fonction de ces lignes?
Est-ce qu'elles n'ont pas été gravées et font partie de la pierre native, hein, ce qui est une possibilité? Mais si elles ont été gravées, qu'est-ce qu'elles pourraient bien représenter? De grandes lignes d'énergie? Des lignes que Patrick Bronsteinas appelle les lignes du monde? Des lignes telluriques? Faites vos propositions dans les commentaires. Et sur cette face de gauche, on peut voir aussi un mystérieux point rouge, même que ça nous rappellerait un certain œil d'une certaine pyramide vue tout à l'heure. Alors avant de s'intéresser à cet œil, on va s'intéresser à ce qu'on peut voir sur cette face par rapport à la vraie Terre, hein, même processus. On commence par les contours en jaune de ce qui semble être les continents asiatiques, d'une partie de l'Afrique, de tout le Moyen-Orient et l'Est de la Méditerranée. Et on va superposer ces contours sur la carte en prenant comme référence le sous-continent indien et une partie de l'Indonésie. On voit là aussi que si une partie des contours est plutôt pas mal proche de la réalité, ce n'est pas le cas du reste. Même chose si on change de point de référence et qu'on prend par exemple la mer Rouge et la péninsule arabique, on voit là encore qu'il y a très peu de contours qui collent, même s'il faut reconnaître que pour la mer Rouge et la Corne de l'Afrique, une fois encore, c'est assez proche de la réalité. J'ai donc fait mon bidouillage maison, hein, en recoupant certains segments, en réduisant d'autres, pour arriver au résultat que vous voyez à l'écran, mais qui est purement aléatoire et personnel. Si vous faites la même chose chez vous, il est certain que vous arriverez à un autre résultat. Alors par contre, sur cette face, pas d'îles mystérieuses qui ont disparu, voire presque pas d'îles du tout, hein, d'ailleurs, notamment vers l'Indonésie, où on ne voit pas le chapelet d'îles qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais juste l'île de Sumatra qui forme une langue de terre uniforme avec la Malaisie, et qu'il n'y a plus qu'une seule grande île qui rassemble l'île de Bornéo et l'archipel des Philippines. Si c'était le cas, ça nous ramènerait encore à au moins 12 000 ans en arrière, hein, quand les océans étaient plus bas de 120 mètres. À moins que cette partie de la carte ne corresponde à l'archipel du Japon, hein, qui ne formerait là encore qu'une seule île, et à ce moment-là, on peut imaginer qu'un site englouti comme Yonaguni aurait pu être à l'air libre, là encore, il y a au moins 12 000 ans. En parlant d'époque reculée, venons-en à cet œil rouge et au site qu'il pourrait localiser sur notre planète. Vraisemblablement, ça a l'air d'être dans un secteur entre la mer Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique. Et de mon côté, hein, je mets un petit billet sur le Karchag, le lieu où les reptiliens venus des Pléiades se seraient installés il y a ça 300 000 ans. Mais ça pourrait tout aussi bien être Babylone, Jérusalem ou le plateau de Gizeh, hein, tellement c'est aléatoire, sur cette pierre gravée. Mais moi j'y peux rien, hein. Quand je vois cet œil, comment ne pas faire le lien avec l'œil de la pyramide trouvé dans la même grotte? Un œil de pyramide qui rappelle étrangement l'œil en haut de la même pyramide du billet de 1 $. Un œil qui, lorsqu'on le zoome, donne l'impression de voir des écailles et donc quelque chose de reptilien. Et en prononçant les mots œil et reptilien dans la même phrase, je vois l'œil rouge sur la pierre à gauche qui nous renvoie peut-être au lieu de vie décrit par Anton Parks concernant certains reptiliens quelque part en Mésopotamie, et notamment Enki Osiris et ses petits amis. Toujours dans le joyeux et merveilleux univers des reptiles, on a en plus le cobra avec ses 7 chakras et ses 33 vertèbres qui vont rappeler les 33 degrés de certaines obédiences maçonniques qui, si on les associe aux 13 rangées de briques de la pyramide et de son œil, nous font penser aux reptiliens Illuminati dont l'origine pourrait très bien être la lointaine Mésopotamie. Oui, oui, je sais, ça va loin, mais, ne sommes-nous pas sur Nuria TV? Des aliens qui pourraient avoir laissé des traces de leurs origines sur certains des artefacts, comme sur le grand gobelet ou cette plaque de jade où on distingue les Pléiades, Orion ou Sirius par exemple. Est-ce que ces aliens auraient gravé eux-mêmes tous ces objets, ou est-ce que ça ne pourrait pas être le travail de leurs descendants, afin de conserver la mémoire de leur histoire que certains voudraient peut-être tenir cachée? Des descendants qui pourraient avoir eu le crâne allongé, hein, comme cela semble être le cas avec ces statuettes également trouvées dans cette grotte de la Mana. Vous ne trouvez pas ça intéressant de trouver encore une fois des êtres au crâne allongé, des crânes qui n'ont pas du tout l'air d'être allongés artificiellement, des descendants hybridés qui pourraient donc être les créateurs ou simplement les gardiens de tous ces objets retrouvés dans cette mystérieuse grotte de la Mana en Équateur. Encore une fois, mystère.
Pour info, la plupart des photos que j'ai utilisées concernant cette grotte viennent de la vidéo du chercheur alternatif autrichien Klaus Donna sur YouTube, une vidéo qui avait été tournée lors de l'exposition de tous ces artefacts en Suisse en 2001, et dans laquelle vous en verrez bien d'autres que je n'ai pas pris le temps de vous montrer ce soir, hein, car en tout il y en aurait près de 300. Ces artefacts appartiennent aujourd'hui à un collectionneur équatorien, hein, et pour conclure sur cette grotte de la Mana, j'insiste sur le fait que la conception, la technologie et la finition de ces objets incroyables rendent, pour moi, hein, impossible leur catégorisation dans une quelconque culture connue en Amérique du Sud. Il semble plutôt qu'on ait affaire à des origines culturelles multiples, la pyramide lisse et pointue qui renvoie à l'Égypte, le cobra qui renvoie à l'Inde, le système de comptage maya, une carte du monde qui semble pointer un lieu en Mésopotamie, le tout dans un enchevêtrement de symboliques ésotériques ou énergétiques, de liens avec des constellations et une technologie utilisée qui permet de faire phosphorer les gravures de calcite sous ultraviolet. Franchement, je sais pas qui vous êtes, hein, mais je tiens à vous dire que c'était du très très bon boulot. Ces objets sont donc tout simplement hors contexte, tout comme ceux que je vais vous présenter maintenant, et qui viennent d'une autre grotte d'Équateur, la grotte de Los Tallos, de laquelle proviendrait une grande partie des objets de la collection du Père Crespi, un jésuite italien qui arriva en Équateur en 1923 et qui y mourut en 1982. Une bonne bouille notre Père Crespi, non, hein? Et il est aujourd'hui connu pour avoir accumulé des milliers, voire des dizaines de milliers d'objets en tout genre qu'il stockait dans une sorte de petit musée à côté de son église. Alors comment il a pu acquérir autant d'objets en 40 ans? Eh bien, en arrivant dans sa petite paroisse équatorienne, il acquit progressivement la confiance des indomptables indiens Shuar, hein, la communauté locale, indomptable dans le sens où ni les Incas ni les conquistadors n'ont réussi à les soumettre. Et il leur a rendu de nombreux services gratuitement, et en récompense, les Shuar lui auraient rapporté tout un tas d'objets que le bon père Crespi a consciencieusement conservés, puisqu'ayant fait feu de pauvreté, il n'en aurait jamais fait commerce. Les Shuar lui ayant dit que les objets en question venaient pour la plus grande partie de l'intérieur de cette grotte, appelée la grotte de Los Tallos. Pour l'anecdote, le terme de Tallos désigne un oiseau très recherché par les Shuar, notamment lorsqu'ils sont très jeunes, en raison de leur graisse qu'ils utilisent pour cuisiner. Et comme les oiseaux Tallos vivent dans ces grottes, on peut imaginer qu'en les cherchant et en parcourant le vaste réseau de souterrains, de galeries et de grottes qui s'y trouvent, les Shuar soient tombés sur cette entrée. Malheureusement, en 1962, un incendie ravagea le petit musée du Père Crespi et une bonne partie de sa collection d'objets. Mais il en conserva apparemment une partie, et les Shuar continuèrent a priori à lui apporter des objets, ainsi qu'un autre homme, un explorateur moitié argentin, moitié hongrois, Juan Moritz, qui réussit également à visiter cette grotte grâce à la confiance qu'il acquit lui-même auprès des Shuar. Alors, il visita une première fois cette grotte, apparemment dans les années 60, on n'a pas la date exacte, et il indiqua avoir découvert de nombreux objets, dont certains en or, ainsi que des inscriptions curieuses, et toute une bibliothèque de métal. Des objets qu'il remit au père Crespi, qui avait apparemment toute sa confiance. Par ailleurs, dans un livre écrit sous pseudonyme, merci d'ailleurs à Ludovic Bonin d'avoir découvert que c'est bien Juan Moritz qui a écrit le livre « Les intraterrestres, ils existent, je les ai vus ». Donc dans ce livre, Moritz écrit qu'après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de galeries pendant plusieurs jours, il arriva dans une salle avec son compagnon José, une salle dans laquelle se trouvaient 3 formes translucides d'allure humaine, avec toujours ce crâne allongé, qu'il décrit comme étant moins grande que nos contemporains, et il en voit un 4e allongé sur une table de couleur noire. Il entend qu'ils ne sont pas les bienvenus, alors ils poursuivent leur chemin pour tomber sur ce que Moritz a appelé la grotte des 7 sages, car il y a 7 sièges disposés devant 7 portes. Puis la poursuite de leur exploration de ce gigantesque réseau de galeries les emmènera dans cette grotte éclairée par une colonne de quartz sur laquelle était projeté un rayon de lumière. C'est dans cette grotte qu'il dit avoir aperçu une sorte de bibliothèque de métal, de milliers de plaques de métal comme celle que vous voyez à l'écran et qui fit partie de la collection du Père Crespi, mais j'y reviendrai. Et dans cette salle également, il se retrouve en présence de 4 êtres qu'il décrit comme ressemblant fortement à des terriens, mais de plus petite taille et toujours avec un crâne allongé.
Alors il précise que chacun d'eux porte un triangle argenté sur la poitrine et que sur le bandeau qui entoure leurs cheveux, ils ont tous une pierre verte qui semble fortement être une émeraude et qui lui. Puis il entend une voix dans sa tête qui lui dit qu'il est le premier à arriver jusqu'à eux et que leur civilisation est plus avancée que la nôtre puisqu'ils maîtrisent la force du soleil. On se croirait dans la cité d'or et la technologie du soleil utilisée par le peuple de Mu. Puis l'être poursuit en voyant que Juan Morix regarde les plaques de métal sur les rayonnages en lui disant que dans ses livres indestructibles, l'histoire de toute civilisation est consignée et que toutes les réponses aux questions que nous nous posons sont inscrites dedans. Il poursuit avec 2 avertissements. Si vous racontez cette histoire, ceux d'en haut vous traiteront de fous et vous serez persécutés. Alors, petite parenthèse, je vois pas du tout de qui cet être peut parler. Mais alors, pas du tout, hein. Pour dire un truc pareil, c'est qu'ils doivent particulièrement bien nous connaître, hein. Les persécuteurs en question diront de toute façon que Morix a tout inventé ou menti, et hop, l'affaire sera classée. Second avertissement, nous ne vous laisserons pas nous détruire. Si les hommes vivant à la surface de la Terre ne cessent de confondre orgueil et connaissance, c'est à d'autres mondes que nous offrirons le fruit de notre savoir. Et ben ça, par exemple, sacrée rencontre, hein, je trouve. Là-dessus, l'être montrera le chemin de la sortie à Maurice et son compagnon. Ils revinrent à l'entrée de la grotte, non sans avoir collecté en chemin nombre d'artefacts qu'ils remirent dans les mains du père Crespi. Puis, en 1969, cette fois on est sûr de la date, Moritz remettra ça en organisant une seconde expédition avec des explorateurs locaux, un journaliste, un photographe et des flics. Hélas, pour lui, il ne retrouva jamais les lieux qu'il décrivait tout à l'heure, mais les découvertes néanmoins furent suffisantes, notamment via des articles de presse, pour susciter l'intérêt à l'international. Et qui sait qui pointa son nez par l'odeur de la bonne histoire alléchée? Eric van Däniken, bien sûr, qui se servit de l'histoire de Juan Morix pour écrire son livre à succès El Oro de los Dioses, à savoir l'Ordre des Dieux. Alors je me permets de chambrer gentiment Van Däniken, hein, vous l'aurez compris, hein, mais il faut bien avouer qu'il a eu un sacré flair pour trouver les bonnes histoires à raconter à l'époque. Et alors par ailleurs, hein, pour des raisons obscures, hein, Moritz nia sa rencontre avec Däniken par la suite, jetant ainsi curieusement le discrédit sur Däniken et son travail. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes? On ne le saura jamais. Donc le livre de Däniken sorti en 1973 et grâce à son succès, 3 ans plus tard, le gouvernement britannique annonça la création d'une expédition scientifique d'envergure menée par l'ingénieur écossais Stan Hall, à droite, là, accompagné par une centaine de personnes, des scientifiques, l'armée équatorienne et Juan Moritz aussi, évidemment. Le tout avec un budget de 1 million de livres sterling, ce qui est assez conséquent. Alors pour que les gouvernements britanniques et équatoriens y mettent tant de moyens, c'est qu'ils envisageaient certainement de découvrir des choses intéressantes. Et il y avait également le gars à la veste rouge sur la photo là, qui n'est autre que l'astronaute Neil Armstrong himself. Et ouais, le premier être humain à avoir marché sur la Lune en 1969 s'intéressait également à ce qui pouvait être découvert dans cette fabuleuse grotte. Quelles étaient les réelles motivations de sa présence? Alors Ludovic Bonin évoque une rumeur selon laquelle Neil Armstrong s'intéressait en particulier aux plaques de métal gravées en lien avec l'étrange origine de la religion des Mormons. Alors quel est le lien entre les Mormons et la grotte de l'Ostaios? Eh bien figurez-vous que le fondateur des Mormons, Joseph Smith, au début du XXe siècle, hein, affirme avoir reçu des plaques d'or par un ange, l'ange Moroni, des plaques qui étaient reliées entre elles par 3 anneaux et qui formaient donc un livre, hein, comme la reproduction que vous avez sur la photo en bas à droite. À comparer avec les plaques en or hein, qui auraient été retrouvées dans la grotte que vous voyez à gauche. Joseph Smith aurait ensuite traduit ces plaques avant qu'il ne les rende à l'ange, hein, donc personne ne le verra plus jamais, et cette traduction deviendra le livre de Mormon, le texte fondateur de la religion du même nom. Ces plaques en or et leur contenu semblaient donc intéresser beaucoup de monde apparemment. Au cours de cette expédition, qui dura 18 mois, furent découvertes 400 nouvelles espèces de plantes, une tombe apparemment datant de 1500 avant Jésus-Christ, un réseau souterrain artificiel et naturel très impressionnant, mais pas trace des objets en or ou de la fabuleuse bibliothèque décrite par Juan Moritz dans le livre de Däniken. Vous pouvez quand même admirer la belle ouvrage hein, de cette entrée en linteau qui ont tout l'air d'être artificielles. Hein.
ou encore ici avec ce qui semble être des blocs sculptés pour pouvoir former ces surfaces planes avec des angles nets. Donc notre expédition annonça qu'elle revint plutôt bredouille, ou plutôt breu, comme diraient les chasseurs du Bouchonnois. Mais c'est sans compter cette rumeur persistante que les militaires auraient été vus en train de transporter 4 mystérieux coffres scellés en sortant de la grotte. Alors la rumeur est persistante car elle provient des Shuars eux-mêmes, qui faisaient partie de l'expédition en tant que guides, et qui sont quand même, les Shuars, les premiers vrais découvreurs de cette grotte. Une grotte qui est quand même plutôt sacrée à leurs yeux. Et le fait que l'armée découvre potentiellement des artefacts sans leur montrer avait de quoi les mettre en rogne. Et donc ils en ont parlé ensuite autour d'eux. Mais même si cette rumeur était avérée, de toute façon, on n'en saurait pas davantage. Quand l'armée s'y mêle, on saura rien. À noter encore qu'aujourd'hui, les expéditions se poursuivent. Apparemment, il faut 3-4 jours depuis Quito pour aller à la grotte. C'est compliqué, c'est profond. Mais là, en 2006, par exemple, on a le photographe qui a capturé sur sa photo de drôles de créatures lumineuses et ailées qui sont montrées en zoom en bas à gauche. Plutôt sympa, ces petites fées équatoriennes, non? Je me prends à imaginer qu'il s'agit des gardiennes du lieu. Alors venons-en maintenant à la fameuse collection du Père Crespi, dont les objets viendraient en grande partie de cette grotte. Parce que oui, c'est pas le tout de vous raconter toutes ces histoires d'expédition, mais au final, quand est-ce qu'il va nous les montrer, ces artefacts là, qui ont été rapportés chez notre bon Père Crespi? J'y arrive. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Père Crespi avait déjà accumulé beaucoup d'artefacts avant la première expédition de Moritz, des objets qui ont brûlé dans un incendie de 62. Puis, après cet incendie, Moritz lui aurait rapporté de nouveaux artefacts, entreposés sur des étagères sans ordre ni classification. Donc Stan Hall, que je vous ai montré tout à l'heure, a pu filmer le Père Crespi en 1975. Son documentaire est d'ailleurs toujours visible aujourd'hui sur YouTube, pas de très bonne qualité, mais bon, on voit bien les objets et le Père Crespi. C'est de ce documentaire que proviennent les extraits que vous voyez sur la diapo. Et entre 75 et 82, date de la mort du Père Crespi, d'autres photographes, touristes et curieux visiteront eux aussi cette collection afin de la photographier. Notamment un certain Richard Wingate, qui prit plus de 3000 clichés et déclara que cela représenta seulement 4% de la collection qu'il estima à quelques 70 000 artefacts. Il décrit notamment des rouleaux en papier faits de feuilles de métal pliées en un coin, pour lesquels il lui expliqua que les Shuars les avaient arrachés sur les murs intérieurs de constructions abandonnées dans la jungle, donc apparemment tout ne venait pas non plus de la grotte. Vous avez un exemple de ces feuilles de métal, qui a l'air d'être de l'or sur la photo. Alors si je vous raconte tout ça concernant les différentes expéditions, l'incendie 62 et le fait que des photos permettent heureusement de prouver l'existence de ces artefacts, et je sais que mon explication peut sembler un peu longue, mais c'est parce qu'une fois que le Père Crespi décéda en 82, toute sa collection disparut. Et même si 3 ans avant sa mort, la Banque centrale équatorienne a réussi à lui acheter une partie de sa collection pour les exposer aujourd'hui dans son musée, il semble évident que la grande majorité des milliers d'artefacts doit se trouver dans des collections privées sur toute la planète, ainsi qu'au Vatican, dont faisait partie le Père Crespi. Cela étant dit, revenons maintenant à ce qui a pu être photographié dans les années 70, et dont je vais vous montrer une toute minuscule partie, et donc, sans être en mesure de vous dire d'où viennent ces artefacts, ni à quelle époque ils ont été fabriqués, ni par qui. Je ne serai que dans l'hypothèse et la conjecture, mais vous commencez à avoir l'habitude. Alors je serai aussi dans l'étonnement, comme vous, comme par exemple avec ces autres grandes feuilles d'or sur lesquelles on peut voir des visages, des situations, des animaux, des symboles, le soleil, sans que cela n'ait vraiment de sens pour nous aujourd'hui. Alors ce qui semble normal, vu qu'on n'a ni le contexte du moment où ça a été gravé ou moulé, ni les codes de compréhension de tout ce bric-à-brac de scènes, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Le soleil qui est d'ailleurs très présent sur beaucoup d'objets, comme sur la partie haute du masque de gauche, ou qui est carrément la tête du personnage de droite. Tout cela semble de toute façon très symbolique. Alors vous pouvez aussi remarquer que les nez sont des nez plutôt proéminents, ou de manière plus triviale que ce sont de sacripifs. Ce qu'on retrouve encore ici sur cet artefact en forme de soleil, qui a l'air en cuivre, et on dirait un dessous de plat, en fait, ou alors un élément de décoration.
Mais encore une fois, on a ce soleil en forme de visage avec des yeux fatigués et ce gros pif donc. Poursuivons dans les surprises avec cette couronne à l'impressionnant diamètre et cette gigantesque et étrange guitare qui donne davantage l'impression d'être adaptée à des géants plutôt qu'à des êtres humains. Alors le look de la guitare en forme rectangulaire est vraiment surréaliste. Et ça m'étonnerait que ce soit le père Crispy qui en joue à ses ouailles pour la messe du dimanche, hein, franchement. Les plaques en or gravé dont on parlait tout à l'heure nous en apprendraient certainement beaucoup sur ceux qui ont créé tous ces objets, mais hélas, malgré cette plaque que tient le père Crespi qui rassemble 56 signes et qui pourrait faire penser à un alphabet, on n'en saura pas davantage. D'autres plaques montrent d'ailleurs une autre forme d'écriture, hein, symbolique, avec ces symboles plus géométriques, comme des X, enfin, comme ce qu'on pourrait voir plutôt comme des X ou des Y, qui sont inscrits dans des carrés. Tous ces carrés formant eux-mêmes une sorte de grands mots croisés. Des symboles qu'on peut voir aussi un peu mieux sur la droite, là, de la partie droite de cette plaque dorée. Et comme tout à l'heure dans la grotte de la Mana, certains symboles me font penser immédiatement à notre alphabet, hein, comme le O, le T, le Y, le X, le I, voire encore une fois le symbole grec lambda en rouge, hein, ce V inversé, hein, qui revient quand même assez souvent puisqu'on l'a vu dans nos 3 grottes. Mais en fait non, hein, il s'agit forcément d'autre chose. C'est comme pour cette autre plaque et cette autre forme d'écriture symbolique, glyphique ou hiéroglyphique, hein. Alors vaguement, je me suis demandé si ça ne pouvait pas ressembler aux glyphes mayas, hein, mais en fait non, hein, c'est beaucoup trop différent. Et puis, enfin voilà, il faut vraiment de sacrées compétences en linguistique pour faire ce genre de comparaison, compétences que je n'ai pas. Autre source d'interrogation sur certaines de ces plaques en or, la présence d'animaux qui, a priori, ne devraient pas se retrouver gravés dans une grotte d'Amérique du Sud. Alors un indice, ils ont soit un grand cou, soit une trompe. Est-ce que vous les voyez? Je vous les ai mis en bleu pour la trompe et en blanc pour ceux qui ont le grand cou. Et si j'enlève les plaques, est-ce que maintenant vous les voyez? Je vais agrandir ces 6 animaux pour encore mieux les voir. Comme ça. Est-ce que les 4 en bleu n'ont pas l'air d'être des éléphants et en blanc des girafes? Bon, celle en haut à droite peut aussi faire penser à une vigogne, hein, un genre de lama qui vit en Équateur, enfin sur la cordillère des Andes. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'émission dans laquelle j'avais parlé de Tiwanaku en Bolivie, et notamment de sa porte du soleil, sur laquelle j'avais zoomé sur 2 éléments de cette porte, hein, qui pouvaient faire penser de loin ou de près, en fonction, à un éléphant. Et je vous avais montré cet article qui date de 2010 hein, et qui tendrait à prouver que oui, il y a bien eu des éléphants sans doute en Amérique du Sud, mais il y a 45 000 ans. Et s'il ne s'agit pas d'éléphants, mais peut-être de mammouths, hein. Les mammouths ont disparu du continent américain, on le sait, il y a 12 000 ans. Encore cette date d'au moins 12 000 ans. Alors au milieu, j'ai vraiment l'impression de voir une girafe quand même, avec ce gigantesque cou si caractéristique, mais avec également les 2 petites protubérances qu'elle a en haut du crâne. Et dans ce cas, on pourrait imaginer que ces plaques en or ont été gravées par de grands voyageurs, puisque la girafe ne vit qu'en Afrique, tout comme le cobra tout à l'heure, qui ne vit qu'en Inde. Si je reviens à mes plaques comme ça, vous pouvez voir qu'un des éléphants se trouve juste au-dessus d'une pyramide à gauche, ici au niveau de la flèche jaune, avec cette pyramide tronquée et ses rangées de briques. Et on peut voir une autre pyramide avec des rangées de briques, ainsi que 2 autres éléphants sur cette autre pyramide, sur cette plaque dorée ici. Les 2 éléphants étant de chaque côté de la pyramide au niveau des flèches bleues. Et puis bah voilà, encore une fois, hein, une pyramide au côté lisse qui finit en pointe, hein, qui, je le rappelle, n'existe pas sur le continent américain. Ça fait 3 qu'on voit là depuis tout à l'heure. Évidemment, ça va nous rappeler cette pyramide de la grotte de la Mana, hein. Vous savez, cette pyramide avec ses 13 rangées de briques et son œil tout en haut, tout comme la pyramide du billet de 1 $.
Sauf que sur notre plaque, ce n'est pas un œil qui est en haut, hein, mais un soleil. Mais il y a bien 13 rangées de briques. Comptez. Qu'est-ce que c'est que ce symbole de 13 rangées de briques sur une pyramide avec un œil ou un soleil tout en haut? Eh ben, je ne sais pas, mais c'est fort intriguant et ça avait l'air important pour ceux qui ont créé le billet de 1 $. Et tout comme sur la pyramide du même billet, la toute dernière ligne, la toute dernière rangée de notre pyramide de Los Tayos, en bas, a une inscription. Alors pour la pyramide du billet de 1 $, on sait que cette dernière ligne est constituée de chiffres romains qui correspondent à la date de l'indépendance des États-Unis, soit 1776. Alors par contre, pour la dernière ligne de la pyramide de la plaque, là, on se dit que ce serait rigolo de tomber sur 1776, hein, ou sur la date à laquelle les créateurs de tous ces artefacts sont arrivés dans la grotte, par exemple. Mais en fait, personne ne le sait. On trouve beaucoup d'autres pyramides sur d'autres plaques en or, hein, mais aussi beaucoup d'animaux, comme des genres de cervidés, des fleurs rigolotes, des soleils, des squelettes et des serpents. Oui, oui, des serpents, tout le temps des serpents, beaucoup de serpents. Alors peut-être encore une fois une référence à nos chers reptiliens, hein. Alors sur cette plaque en or spécifiquement, on voit ce bien curieux personnage avec une coiffe tout aussi curieuse qui n'est pas bien sûr sans rappeler la mitre de notre cher pape. Alors ça c'était pour clin d'œil, hein, parce que je trouve la ressemblance assez flagrante quand même et que ça m'a fait rire. J'en arrive aux 3 derniers objets que je souhaitais vous présenter de cette si vaste collection, hein, les 3 plus anachroniques, bon, avec la pyramide quand même. Et on va commencer justement en lien avec la pyramide, à part cette statue qui, pour ceux qui ont l'habitude des représentations égyptiennes et de certaines divinités, y verront la déesse Hathor, puisque c'est bien elle, oui, hein, pour laquelle je vous ai mis à droite un bas-relief qui représente cette scène trouvée dans la tombe du pharaon Séti Ier. Alors Hathor, c'est une déesse qui se reconnaît facilement, hein, par sa coiffe et ses 2 cornes qui enserrent un disque solaire. Alors oui, effectivement, sur la statuette de gauche, il n'y a pas de cornes, mais un genre de corne en forme de serpent qui tombe. Mais pour le reste, hein, observez que la Hathor de Los Tayos ressemble quand même à celle de l'Égypte, hein. La façon qu'elle a de prendre le collier avec sa main gauche, le collier en lui-même, la forme, l'angle du bras, la coiffure de la déesse, le cobra qu'elle a sur la joue, sa robe, le bracelet qu'elle a sur l'avant-bras droit, etc., etc. Pour info, à droite, dans cette scène égyptienne, Hathor accueille le pharaon qui vient de mourir en lui offrant un collier. Alors sur la statuette à gauche, on ne sait pas à qui elle offre un collier, mais c'est un peu la symbolique de la scène. Alors est-ce que le père Crispy se serait amusé à reproduire un tel objet avec une telle minutie à partir de pages de magazines pour ne jamais arriver à le vendre ou pour amuser des touristes, en plus par le fait qu'il avait fait vœu de pauvreté? Ouais, difficile à croire, hein. Le second objet que je souhaitais vous montrer est à nouveau une statuette, mais cette fois de facture indéniablement mésopotamienne. Le personnage représenté est le dieu à tête d'aigle Apkallu, un être sage venu des temps lointains pour les Assyriens, un être dieu hein, même, hein, qui vécurent les Assyriens après les Sumériens, donc il y a 3000 ans. Et ce qui est encore une fois déroutant, c'est la ressemblance de cette statuette dans tous ses détails, hein, pratiquement, avec, par exemple, le bas-relief que je vous ai mis à droite et qui provient d'Irak. Donc à droite, le panneau il serait daté d'un peu moins de 900 ans avant Jésus-Christ. Observez l'objet qu'ils tiennent chacun dans leur main gauche, ce sac mystérieux à la fonction inconnue, et dans leur main droite, ils tiennent un cône qui ressemble très fortement à une pomme de pin, comme vous pouvez le voir sur les zooms sur la diapo. On peut aussi remarquer sur chacun des poignets un bracelet avec une curieuse forme géométrique. Je vous remets à gauche hein, une autre photo de la statuette hein, pour que vous puissiez bien voir qu'il s'agit bien d'or. Celle d'avant était trompeuse au niveau de la lumière. Donc, comme pour la statuette de la déesse égyptienne Hathor, là encore, la statuette et le bas-relief sont incroyablement ressemblants. Exactement le même profil et la même posture, les mêmes vêtements, la crête reptilienne au-dessus de la tête, le collier à perles autour du cou, le sac et la pomme de pin tenus par les mêmes 2 mains, les 3 petits couteaux au niveau de la poitrine, les pompons qui tombent de la même manière, le dessin du mollet de la jambe gauche, les mêmes ailes et l'arbre de vie derrière chacun des personnages. Bref, tout n'est bien évidemment pas parfaitement identique,
mais c'est quand même pas mal pour un objet qui se trouve à des dizaines de milliers de kilomètres de ses très probables origines. Autre statuette en or qui vient probablement du même lieu, hein, ce taureau ailé à 5 pattes que le père Crespi montrera spécifiquement à Stan Hall dans la vidéo dont je vous parle tout à l'heure, en insistant qu'il s'agit d'or pur. Alors le taureau ailé en question est facilement identifiable dans de nombreux musées du monde comme étant le génie protecteur Lamassu, une créature fantastique qui possède un corps et des oreilles de taureau, des ailes d'aigle et un visage humain. La statue de droite est datée de 800 ans avant Jésus-Christ. Alors à ceux qui se demanderaient pourquoi ces créatures ont 5 pattes, hein, l'idée est de pouvoir les montrer à l'arrêt et en mouvement. En effet, si on les regarde de face, donc face au visage, on ne voit que les 2 pattes de devant et ils ont l'air à l'arrêt. Et si on les regarde de côté, ils sont représentés avec leurs 4 pattes en mouvement. Ces taureaux ailés possèdent donc 5 pattes et ils ont la capacité d'apparaître à la fois en mouvement et immobile. Une ingéniosité que l'on retrouve sur la petite statuette en or, avec là encore tout un tas de détails similaires à la monumentale statue en pierre. Qu'est-ce qui explique la présence de ces 2 petites statuettes en or en Équateur? Je me répète, mais le coup de la fraude liée au père Crespi semble assez peu probable. Tout comme le fait que ça pourrait être les conquistadors qui auraient apporté de l'or en Amérique du Sud. Non, les Espagnols étaient venus plutôt pour voler et piller tout l'or qu'ils pouvaient obtenir. Est-ce que des êtres au crâne allongé ne pourraient pas, là encore, être dans le coup, comme l'a décrit Juan Moritz, suite à sa première expédition et sa rencontre avec de tels êtres? Des êtres qui auraient peut-être eu la garde de ces objets, qui pourraient être bien plus anciens qu'on ne le pense, et être le descendant, pure hypothèse bien sûr, d'ancêtres au crâne allongé qui seraient arrivés d'un lointain voyage depuis la Mésopotamie, qui auraient éventuellement fait une halte à Mu, et que suite à la destruction de Mu, seraient arrivés en astronef ou par bateau en Amérique du Sud, tel que nous le raconte Ours Blanc. Et que depuis des milliers d'années, ces êtres hybrides au crâne allongé sont restés dans cette partie entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes pour veiller sur des archives racontant l'histoire du peuple de Mu, voire des origines de l'humanité, voire d'humanité encore plus ancienne. Est-ce que certaines figurines et statuettes faisant également partie de la collection du père Crespi ne pourraient pas nous en apprendre davantage alors sur ces êtres au crâne allongé, qui semblaient avoir un lien particulier avec le monde reptilien, en tout cas à en juger par ces photos où on ressent comme un relent d'expérimentation génétique dans l'air, avec ces créatures qui n'ont pas franchement l'air très engageantes. Alors moi, je sais pas si je me serais risqué à faire du dada sur l'espèce de limace dont j'imagine qu'elle doit être bien visqueuse et baveuse. Petite dédicace à Jabba the Hutt dans Star Wars. Ces créatures fantastiques ont-elles réellement existé? Ou sont-elles issues d'un imaginaire plutôt très fertile? Mais peut-être que ces autres figurines peuvent également nous mettre sur une piste, avec ce qui ressemble fortement à des scaphandres ou des combinaisons. Mais sans doute est-ce là encore ma très fertile imagination qui parle. Il semble en tout cas assez certain qu'une partie de la réponse se trouve gravée ou moulée sur ces plaques en or, des plaques qui constitueraient une sorte de bibliothèque du savoir d'un peuple dont nous ne savons en fait rien, tant que, évidemment, des historiens ou archéologues ne se sont pas penchés dessus, mais comme toute la collection a disparu. Comme tout à l'heure, pour en savoir davantage sur cette histoire, ainsi que sur d'autres photos que j'ai pas pu vous montrer, elles ont déjà été diffusées dans le magazine Icaris numéro 8 et dans l'émission de Ludovic Bonin sur Nura TV dont je parlais tout à l'heure. On poursuit notre voyage, nous étions donc en Équateur, et nous nous rendons maintenant en Colombie pour finir notre périple, notre grand périple en Amérique du Sud, qui m'aura pris en tout et pour tout, oui, ça fait 3 émissions de presque 2 heures chacune, tant il y a de sites et d'artefacts étranges à découvrir. Ça donne envie d'y retourner, tiens. Qui c'est qui vient avec moi? Et en parlant d'artefacts étranges, je vous présente ce qui est appelé le disque génétique.
Alors, pour la petite histoire, hein, ce disque aurait été trouvé dans un petit village à environ 80 km au nord de Bogota, hein. Il appartient aujourd'hui au collectionneur colombien Jaime Gutiérrez, que vous voyez sur la photo, qui l'aurait acquis auprès d'un paysan qui affirme l'avoir trouvé dans le petit village en question. Alors après, hein, comme il est certain que la collection du père Crespi a été disséminée aux quatre vents à partir des années 80, il n'est pas impossible que ce disque provienne aussi de cette collection et provienne d'Équateur. Alors 27 centimètres de diamètre et 2 kg de poids, le disque est taillé dans la lydite, une pierre aussi dure que le granit. Mais malgré cette résistance importante, cette roche a aussi une structure en couche. Elle est donc très très compliquée à tailler ou graver car elle est facilement friable ou cassable selon la façon dont on veut faire l'incision. Le disque n'est pas seul puisque dans la collection de Gutiérrez, on trouve aussi d'autres objets, eux-mêmes taillés dans la lydite. Il semblerait d'ailleurs que même aujourd'hui, hein, il serait très compliqué de reproduire tous ces artefacts avec le même niveau de finition, tant les spécialistes ne savent pas expliquer quel type de technologie a été utilisée pour la fabrication de ces objets dans cette roche si spécifique. S'il s'agissait d'une fraude, là encore, ce serait vraiment du très grand art. Et quand bien même il s'agirait d'une fraude, ce qui est notamment représenté sur les deux faces du disque pose de toute façon question. Alors voyons de plus près pourquoi il est appelé le disque génétique, en commençant par cette face qu'on va agrandir comme ça. Et d'ailleurs, après l'avoir un peu étudié, hein, vous verrez vous-même à la fin, il y a peut-être une expérience génétique qui est représentée sur ce disque, hein, mais il y a surtout des images de la reproduction des êtres humains. Parce que, comme toute reproduction de notre espèce, ça commence par un mâle et une femelle, hein, pas besoin de vous faire un dessin, je pense, hein. Le mâle est en érection, et la petite forme entourée en jaune, là, juste à côté, doit très certainement représenter le sperme. Alors, je préfère prévenir ceux qui verraient autre chose, que comme il n'y a pas de notice fournie avec le disque, hein, ceux qui ont pu l'étudier ont procédé par déduction. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré des vidéos YouTube de John Longstreth, donc c'est en anglais, hein, mais j'ai adoré sa façon d'étudier ce disque. Donc je poursuis. Pour être certain qu'on parle bien de mâle et de femelle, hein, ceux qui ont gravé ce disque ont même gravé les organes reproducteurs de chaque sexe, hein, avec systématiquement cette volonté de précision. Juste au-dessus du mâle et de la femelle, on trouve cette forme bizarre de tétard qui, bah oui, peut rappeler la forme du fœtus humain à 1 mois, tel qu'on peut le voir avec nos appareils modernes. Alors oui, hein, je trouve ça plutôt pas mal, hein, comme forme représentée pour un continent qui n'a pas vu l'apparition des échographies avant les années 1970. Hein. Et que comme à 1 mois, le fœtus humain mesure environ 5 mm, disons qu'il faut sans doute être en possession d'une certaine technologie pour savoir quelle forme il a dans le ventre d'une femme. On poursuit. Tout autour du disque, on peut voir une série de 12 formes, d'après John Longstreth, qui pourraient correspondre à des malformations congénitales du fœtus. Comme le fait qu'on ne distingue jamais les 4 membres du corps, par exemple, hein, sauf le dernier, ou si on regarde certains un peu plus dans le détail, avec là ce que John appelle lui voit une grossesse extra-utérine. Donc ce type de malformation se caractérise par l'implantation d'un ovule fécondé à un endroit anormal, comme par exemple dans une trompe de Fallope, hein, comme le montrerait un de nos schémas modernes. Alors évidemment, la gravure sur le disque n'est pas strictement identique, mais il faut avouer qu'il y a quand même de l'idée. Hein. Je vais prendre une seconde potentielle malformation. Hein, pour toutes les autres, il y a les vidéos de John Longstreth. Donc là, il s'agirait de l'anencéphalie, donc une anomalie qui se caractérise par l'absence ou quasi-absence de cerveau. Ici, là au niveau du trou entouré en bleu, hein, là où devrait normalement se trouver la tête du fœtus. Alors franchement, je ne vous montre pas de schéma ou photo hein, pouvant ressembler à cette malformation, car c'est franchement dégueu, vraiment. Vous irez voir par vous-même. Là encore, l'idée pourrait se tenir, hein, sachant que pour la 12e, ici dans le sens des aiguilles d'une montre, la gravure pourrait symboliser la fausse couche ou le bébé mort-né. Et pourquoi ça? Eh bien parce que le chiffre 12 pourrait correspondre aux 12 semaines pendant lesquelles on sait aujourd'hui que statistiquement, environ 85% des fausses couches se produisent.
Alors si tel était le cas, ce serait incroyable, encore une fois, hein, puisqu'il nous faut aujourd'hui des appareils technologiques hyper modernes pour pouvoir visualiser toutes ces malformations congénitales d'un fœtus. Alors ensuite, il y a cette flèche là qui traverse cette phase du disque, hein, une flèche qui pour John nous invite à retourner le disque et aller voir ce qu'il y a derrière. Alors on retourne le disque, comme ça, et là qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, là sur ces 3 segments, John y voit la symbolisation du cycle menstruel des femmes. Alors si on les prend un par un, en commençant par celui de gauche, hein, et qu'on part du principe qu'on regarde le début du cycle de création d'un ovule, on peut imaginer que le cercle bleu, le cercle violet est le futur ovule qui va sortir de l'ovaire, que là, il est juste sorti et qui commence son voyage dans les trompes de Fallope, un voyage qui durerait 9 jours durant lequel l'ovule continuerait à grandir avant d'arriver dans l'utérus. Et alors pourquoi je parle de 9 jours de voyage de l'ovule dans les trompes? Parce que ce qui est détouré en jaune me rappelle étrangement un système de comptage qu'on a déjà vu tout à l'heure, pas vous? Vous vous souvenez des systèmes de comptage sur les gobelets de la grotte de la Mana que j'avais comparé à celui des Mayas? Eh bien, si on considère que chaque barre de notre disque génétique est égale à 5, en ajoutant à chaque barre le nombre de trous correspondants, vous obtenez les chiffres 5, 6, 7, 8 et 9. C'est pas génial? Alors certes, vous pourriez me dire qu'il pourrait aussi s'agir de 9 semaines ou de 9 mois, genre le temps d'une grossesse chez les femmes. Oui, oui, pourquoi pas, hein, mais pour ma part, je vais plutôt dans le sens de ce que dit John, hein, j'y vois la création de l'ovule qui va ensuite se diriger vers l'utérus, symbolisé par ce second segment. Donc l'idée est d'imaginer que cette forme du segment en triangle a été spécialement choisie pour correspondre à la forme de l'intérieur d'un utérus, et que ce qui est gravé sur le segment correspondrait à l'accumulation de sang en rouge avec l'ovule violet non fécondé. Et voilà ce que ça donnerait quand j'enlève le segment. Plutôt réaliste quand même dans l'idée. On se dit que si c'est vraiment ça que les créateurs de ce disque ont vraiment voulu montrer, eh ben chapeau bas. Et le dernier segment de cette section du disque va montrer quant à lui la fin du cycle avec l'évacuation du sang et de l'ovule non fécondé, un phénomène cyclique de plus ou moins 28 jours appelé menstruation ou règle. Ça me fascine quand même, hein, tout ce que j'ai dû étudier depuis ma première conférence il y a 3 ans. Si on m'avait dit un jour que j'aurais jusqu'à étudier le cycle menstruel des femmes qui, alors je l'avoue très honnêtement, que je ne connaissais pas du tout, hein, eh ben je l'aurais fait quand même. Car tout ça est vraiment super intéressant, hein, surtout lorsqu'on le retrouve gravé sur un disque en lydite retrouvé en Colombie. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ce disque? Et notamment sur le reste de cette face, ben c'est beaucoup moins évident. Alors là, on va vraiment être dans le flou artistique, hein, parce que pour John, il semblerait se jouer une histoire de génétique avec plusieurs serpents là qu'il verrait à plusieurs stades d'évolution, une femelle serpent là fécondée. Pour les 3 autres symboles, j'avoue pas avoir trop compris son explication. Pour celui-ci, il évoque un serpent qui viendrait féconder une femme, mais pas de manière physique, plutôt de manière psychique, alors qu'on pourrait tout aussi bien y voir un spermatozoïde, hein. Alors, sauf qu'un spermatozoïde, ça ressemble à ça. Alors, c'est donc pas du tout la même forme globale, hein, et surtout, le spermatozoïde n'a pas d'yeux. Mais la représentation du disque pourrait être imagée aussi, hein. Dans les symboles peu clairs, il y a aussi cela, hein, on voit des formes doubles. Les 3 paires de doubles cercles pourraient symboliser 2 ovules, hein, comme on les a vu tout à l'heure, peut-être pour symboliser des jumeaux. Ici, on dirait presque que ça symbolise l'âme qui s'incarnerait dans le fœtus, ou alors les 2 fœtus de jumeaux. Là, on aurait la femme enceinte à gauche qui se tient la main droite sur son ventre et le personnage de droite qui serait le père, les 2 personnages ayant leur main gauche sur leur cœur, un cœur qu'on peut imaginer sur le symbole en dessous d'eux, et le serpent qui vole là, voire un serpent à plumes, hein, imaginons, pourrait symboliser l'entité divine qui supervise tout ce travail de procréation, où l'ADN des humains et des serpents pourrait être mélangé pour créer des hybrides.
Et pour finir, sur cette frise de 3 personnages, bras et jambes écartés, hein, on pourrait imaginer qu'il s'agit de gauche à droite de la phase de grossesse. Alors, même si évidemment c'est pas flagrant, hein, car il n'y a pas de gros ventre, puis l'accouchement, et enfin l'expulsion du placenta pour la dernière image. Le bébé est donc né, et voyons voir la tête qu'il a. Si on retourne une nouvelle fois ce disque, on a nos 2 parents qui ont leur bébé, bien formé avec 2 bras et 2 jambes, et qui semble même sucer son pouce avec sa main droite. On se demande quand même pourquoi tout d'un coup les parents ont cette tête étrange là, une tête qui pourrait vaguement évoquer la tête d'un certain reptile. En tout cas, c'est l'hypothèse de John, hein, qui voit des similarités entre ces humanoïdes et la tête d'un serpent, notamment au niveau de la forme de la bouche et d'une ligne là en bleu qui est dessinée spécifiquement chez les serpents et qu'on pourrait retrouver chez la gravure de nos humanoïdes sur la lydite. Dans ce cas, effectivement, on pourrait parler d'un disque qui montrerait une hybridation génétique entre des humains et des reptiles, nous rappelant là aussi des éléments qu'on aurait déjà vus auparavant. Ou alors, c'est totalement autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous raconter, et c'est tout à fait possible aussi. Alors j'en ai fini avec ce disque, hein. Il me reste à vous montrer les autres curieux instruments qui font partie de la collection de Jaime Gutiérrez, tous également taillés dans la lydite, hein, et qui ressemblent à des instruments médicaux, voire chirurgicaux. Ils sont super fins, la courbe d'une des extrémités pour certains d'entre eux montre qu'il faut les utiliser avec le pouce et l'index. Sur ce couteau, vous pouvez voir au sommet du manche la tête d'une mère et juste en dessous la tête de l'enfant avec le cordon ombilical autour du cou. Est-ce que ce serait une indication pour les utilisateurs du couteau qu'il est à utiliser pour couper uniquement le cordon ombilical? Sur cet autre instrument, vous pouvez voir sur le manche une tête d'enfant qui a l'air de vouloir sortir du ventre de la mère. L'instrument doit certainement devoir aider à l'opération, hein, et on voit qu'au revers, on peut y mettre le pouce, toujours pour l'utiliser de manière très souple et sans force. Est-ce que cet instrument serait moins dangereux pour le bébé que des forceps, par exemple? En voilà encore d'autres, toujours en lydite, hein. À quoi peuvent bien servir tous ces objets? Et qui les a taillés dans des formes si pures? Est-ce que le fait d'être taillé dans la lydite permet d'avoir peut-être une stérilisation plus facile? Hypothèse, hein. Par exemple, si tant est que ce soit des instruments médicaux. Mystère, hein. Tout ça, mystère, hein, évidemment, on n'a aucune explication claire, hein. Alors vous vous attendez peut-être à ce que je vous montre encore des crânes allongés qui feraient partie de la collection de Jaime Gutiérrez. Pour nous donner une piste sur qui sont les auteurs de ces magnifiques objets, eh ben non, je préfère vous montrer ces figurines d'astronefs en or pur qu'on peut voir au musée de l'or à Bogota, donc on est toujours en Colombie, hein. Mais peut-être qu'eux aussi hein, viennent de la collection du Père Crespi, hein, après tout. Donc comme vous le voyez, elles tiennent toutes dans une main et ont un sacré degré de finition, tout comme les objets en lydite vus avant, hein. Mais ces figurines sont surtout toutes différentes au niveau du fuselage, des ailes et de l'aileron arrière, et on a l'impression qu'elles sont faites pour voler, hein. Et pour l'anecdote, en 94, des Allemands se sont amusés à créer des modèles réduits de ces figurines pour vérifier si justement elles pouvaient voler. Eh bien, figurez-vous que apparemment oui, leurs modèles réduits télécommandés ont volé, si l'on en croit les images de gauche. Maintenant, est-ce que leur reproduction était strictement à l'échelle des petites figurines? Alors là, j'en sais rien. Vous retrouvez ces photos et autres photos sur leur site, et autres infos sur leur site, The Kimbaya RC Project. Et mon ami Franz s'est amusé lui aussi à représenter l'une de ces miniatures grandeur nature, avec un pilote qu'on peut voir dans le cockpit. L'émission touchant à sa fin, que puis-je dire en synthèse de tout ce que je viens de vous montrer? Eh ben, qu'il semble qu'il y ait de bien surprenants liens entre tous ces sites pas très éloignés de la côte pacifique, non? Des liens qui, bizarrement, ne renvoient pas du tout au contexte des civilisations qui ont pu jalonner cette partie de l'Amérique du Sud depuis des milliers d'années. Alors, à partir de cette carte, si on ne retient spécifiquement que 4 secteurs, à savoir le secteur Paracas y Canasca au Pérou, la grotte de Los Tallos et de la Mana en Équateur et le disque génétique en Colombie, tous distants de plusieurs milliers de kilomètres, hein, on est bien d'accord. Comment expliquer les liens entre tous les artefacts retrouvés sur ces sites? Parce que ce soit les pyramides qui se terminent en pointe, comme on n'en voit qu'en Égypte, ou avec ces 13 rangées de briques pour 2 d'entre elles,
Les crânes allongés, qui pourraient être un marqueur de ceux qui ont fabriqué ces artefacts ou qui pourraient en être les gardiens. Les formes d'écriture totalement inconnues avec par exemple un certain V retourné que l'on retrouve à chaque fois que vous voyez en rouge. Des références à des reptiliens ou à de l'hybridation reptilienne. Des cartes du monde stylisées mais quand même très bien représentées au niveau des continents et où on peut voir aussi des continents disparus tels que Mu ou l'Atlantide. Des références au système de comptage du monde Maya qui pourtant se trouve à des milliers de kilomètres de là. Des connaissances médicales, que ce soit de la chirurgie cardiaque sur les pierres d'Ica ou la stylisation de fœtus qui n'est pourtant dessinable que si on l'a observé avec une technologie moderne. Et enfin des références très nettes quand même à la Mésopotamie. Est-ce que tout ça est lié au hasard, franchement? Oh, hein? Ou ne faut-il pas y voir comme un ensemble cohérent où les mêmes êtres seraient à l'origine des mêmes types d'artefacts dans des lieux différents, des lieux cachés qui renfermeraient une sorte de connaissance du monde et d'histoire de notre humanité. Pour conclure, Ours Blanc précise par ailleurs dans son récit que tout ce qui a été dit dans le troisième monde, donc il parle du monde de Mu, est gardé dans une grotte quelque part en Amérique du Sud. Ma grand-mère m'en a parlé un jour, mais elle m'a dit ainsi aussi que plus personne ne connaît l'endroit où se trouve cette grotte. Tiens donc, est-ce que ce que vous voyez sur cette diapo ne démontrerait pas que là où les grottes en question auraient été retrouvées? Voilà, c'est fini pour ce soir. J'espère encore une fois que vous aurez appris plein de choses nouvelles. Et je vous invite pour une troisième partie à poursuivre notre investigation des civilisations et des peuples des étoiles. Comme vous l'aurez compris, le menu était bien trop copieux, et avec mon côté perfectionniste, je ne pouvais passer à côté de tout ce que je vous ai raconté ce soir, vous en conviendrez. Je n'ai donc pas pu vous montrer tout ce que je vous avais annoncé la dernière fois. Du coup, les Mayas, les Olmecs, Teotihuacan, les Vimana, Sigiriya, les Hopis, le peuple fourmi, notamment en Australie, les pétroglyphes en Russie, les crânes de cristal et le mont Shasta. Tout ça, c'est pour la prochaine fois, ou peut-être qu'il y aura encore 2 prochaines fois, allez savoir. Merci de m'avoir écouté, c'était Civilisation ancienne et peuple des étoiles partie 2. Nora me faisant encore l'honneur de clore cette émission. Alors, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À la prochaine. Ciao!